History will be made. Salut, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'Impact Brussels. Et ça, ce numéro, messieurs, c'est un numéro spécial Bound for Glory, le pay-per-view TNA qui aura lieu dimanche. Alors, bien évidemment, nous allons faire une grosse preview du show qui aura lieu donc dimanche 14 octobre, dans la nuit donc du 15 octobre, enfin dans la nuit du 14 au 15 octobre de dimanche. Et pour ça, on a beaucoup de monde. Je crois que c'est peut-être un record pour la TNA depuis un petit moment. Et on va passer donc avec la présentation de Brousty. Salut Brousty. Salut tout le monde. Là, tu peux souffler, Gus, c'est bon. Oui, merci, j'ai galéré comme un con. Verpa est là. Bonsoir à tous. Sébastien. Salut tout le monde, ravi d'être présent avec vous. Et nos deux invités, parce que cette fois-ci ils sont deux, c'est le duo Machen Sport et Machen Sport Extrême pour la TNA. C'est Grégory 10 et Sylvain Varini. Salut messieurs. Ouais, salut à tous, ça me fait plaisir de pouvoir être enfin sur SES Radio. Je suis venu avec mon collègue d'un jour, collègue toujours, Mister Grégory. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bah écoute, on va très bien. Alors, est-ce que le son est bon, moi? Parce qu'on sait que c'est un côté international, là, sur SLS, on a un petit peu tous les coins de la France qui sont représentés. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfait. Parfait, Parfait. parfait. Alors bon, bien évidemment, messieurs, on va bien évidemment vous parler, vous interviewer quand même, parce que vous êtes venus faire un petit peu de promo. Enfin, vous êtes venus sans faire de promo, mais vous allez en faire quand même. Et bien évidemment, donc, on va parler de Bound for Glory, peut-être un petit débat en fin d'émission sur Jeff Hardy, peut-être. Pourquoi pas, allez, ouais, Oula, sur oui, Jeff des choses Comme à par dire. hasard ça sur Jeff comme ça. Hardy. Ouais, parce que j'ai envie de les critiquer, T'as c'est pas pour ça. ajouté Mickey James sur ton programme? Non, si tu veux, je l'ajouterai hein, dans mon lit, mais ça, c'est autre chose. Alors bon, c'est parti, un petit jingle de Brousty. Et on va pouvoir passer à l'interview de Grégory et de Célien. Allez, c'est parti, on va commencer donc cette petite interview. On va essayer de faire une demi-heure grand maximum avec Célian et Grégory 10. Alors, le programme est diffusé sur ma chaîne Sport depuis quand? On va commencer par ça. Alors, on a commencé, je crois, au mois de septembre 2010 sur ma chaîne Sport, à l'époque où la chaîne était encore très, très Encore gratuite. confidentielle. Comment? Je crois qu'elle était gratuite encore à l'époque. Elle était gratuite, mais était assez confidentielle. Elle n'était pas diffusée sur tous les providers Internet et tout. Donc, c'était encore une chaîne nouvelle qui se cherchait un peu, qui avait un produit d'appel qui était en fait la Ligue 2 de football. Oui. C'était ça le sport numéro un de la chaîne. Et ils essayaient en fait de se diversifier. Et c'est vrai que j'ai réussi à les convaincre que la TNA, c'était peut-être un truc sympa à mettre en avant. En plus, c'était encore sur la période où tous les médias s'intéressaient au catch à fond. Mais évidemment, qui dit petite chaîne dit petit moyen. Alors au début, j'étais seul aux commandes et je t'avoue que c'était une période où il se passait énormément de choses à la TNA et c'était assez laborieux de commenter un show avec la TNA tout seul. Donc j'ai quand même tenu bon, réussi à tenir le cap pendant quelques mois. Où ensuite j'ai été épaulé par Grégory qui était mon collègue uniquement sur les pay-per-view au début. Mhm. Et ensuite, on a créé le duo en permanence sur les émissions hebdomadaires. Exactement, voilà, ça a parti. Déjà, c'était juste une fois par mois, comme il le disait. Le premier qu'on a fait ensemble avec Célian, c'était No Surrender, qui n'était pas le meilleur show d'ailleurs qu'il y a eu à la TNR. Mais voilà, c'était une fois par mois, et puis ensuite, c'est devenu une fois par semaine. Et puis, comme vous le savez, ensuite, sur ma chaîne Sport, on a eu l'opportunité de faire des plateaux d'introduction Oui. de l'émission et de fin d'émission. Ce qui, à mon avis, est une bonne chose parce que la TNA, il a tendance à se passer énormément de choses dans une émission, peut-être même un peu trop, plutôt que pas assez. Donc, au moins, ça permet de cadrer les choses pour les gens qui ont pu rater une émission entre deux et Mhm. qui reprennent le fil scénaristique. Mais ce qui est bien en tout cas, c'est que Alors, depuis septembre 2010 où la TNA a commencé sur ma chaîne Sport, c'est qu'il y a vraiment eu une évolution. Comme tu l'as vu, c'est qu'au début, il n'y avait qu'une seule diffusion. Après, maintenant, on est passé à 3 diffusions par semaine, donc il faut vraiment faire exprès pour passer à côté. Les pay-per-views qui sont diffusés sur la chaîne, Grégory qui est venu m'épauler, enfin vraiment, plus les greatest matchs qui sont diffusés sur ma chaîne Sport Extreme. Donc il y a vraiment une identification, si tu veux, de la marque TNA avec ma chaîne Sport qui se crée au fur et à mesure. alors moi, justement, je voulais faire revenir sur un débat plateau que j'avais vu. C'était à la période où Jeff Hardy venait de revenir. Alors, vous n'êtes pas du tout scénarisé, par contre, vous n'êtes pas du tout dans le show quand vous êtes
sur le plateau. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que j'ai pu voir que Célian avait pu dire ce qu'il pensait de Jeff Hardy à ce moment-là. Bah, on a une liberté totale. C'est vrai qu'il y a encore, c'est une chance et c'est aussi un petit malheur, mais il y a quand même une incompréhension et une méconnaissance du produit catch par tous les gens qui bossent à la télé en France totale. Donc, nous, ça nous arrange bien parce que justement, on a un peu carte libre, on va dire, hein, sur les plateaux et ça nous permet un peu de dire, d'avoir le ton qu'on veut déjà et de dire un peu ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que moi, quand j'aime pas un truc, je le dis avec mes mots. Et Grégory, qui a un ton un peu différent du mien, le dit avec les siens. Et ça crée parfois des feux d'artifice assez sympas. Ouais. Et ça nous permet d'accentuer volontairement le trait chacun. C'est-à-dire que Célian peut en rajouter évidemment sur certains catcheurs, le but étant quand même dans son rôle de s'en prendre plus particulièrement au face. Et moi d'essayer justement de les défendre. Donc tout le côté, je défends Jeff Hardy pendant que Célian le critique. Pareil pour Mickie James. Hein, l'idée, c'est d'avoir 2-3 cibles. Du côté de Célian, en général, les catcheurs les plus populaires. Donc, forcément, Jeff Hardy, le plus populaire chez les hommes. Mickie James, c'est le plus populaire chez les femmes. Et comme ça, l'idée, c'est d'essayer de créer des tensions chez les gens qui regardent pour que justement, ils se sentent un peu énervés, touchés eux-mêmes. Si par exemple, Célian va critiquer Jeff Hardy en le traitant de drogué et d'alcoolique, bah voilà, c'est pour que ça passe mouche. C'est volontaire. Mais tout ça, c'est fait aussi naturellement. Moi, c'est volontaire, mais je le pense vraiment. Moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, moi, si je m'appuie là-dessus, c'est parce que ça a une dose de réalité. Et en plus, c'est pas quelque chose qu'on a préparé, Grégory. Moi, tout ça, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai dit ce qui me passait par la tête. J'ai dit les contentieux que j'avais réellement avec certains catcheurs. Et puis, évidemment, tout ça s'est mis en place. Et comme, bon, d'après ce que j'ai compris, tu n'es pas un grand fan de Jeff Hardy toi-même. Pas vraiment, non. Je suis même, je crois que l'un des plus gros haters de Jeff Hardy sur le pays, hein, en France. Comme moi, je suis à l'antenne, c'est vrai. Bon, je t'avoue que Jeff Hardy, il faut quand même le reconnaître, c'est le catcheur le plus populaire à la TNA et de très très loin. Et c'est ce que Grégory met en avant à chaque fois. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on a besoin de Jeff Hardy à la TNA pour cette raison-là, parce que c'est le plus populaire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi qu'il va être dans le main event de Bound for Glory. Ouais, il faut vendre. Si on fait gagner à la Bound for Glory Series par Jeff Hardy, c'est parce que voilà, ça crée de l'audience et les gens, les enfants, les femmes. Enfin, c'est pas la majorité du public de la TNA, hein, contrairement à d'autres fédérations, c'est plus des hommes jeunes adultes. Mais Jeff Hardy, c'est comme ça, on peut pas se passer de lui, on a besoin de lui. Là, c'est une petite période de vache maigre avec Mickie James parce qu'elle apparaît plus très souvent. Ah, de dire le mot maigre avec Mickie James, c'est quand même un peu. Ouais, ça marche bien. Ouais. Non, mais le truc, c'est qu'il y a un roulement à la TNA. C'est vrai qu'il y a des catcheurs qui vont disparaître pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines parce qu'ils n'ont pas de feud en ce moment. Donc pour l'instant, Mickie James a disparu. Ça va être son tour la prochaine fois. En ce moment, tu as vu, Madison Rayne n'est pas là non plus. Jusqu'à la... Voilà, c'est un roulement. C'est des catcheurs qui disparaissent pendant quelques mois, on ne sait pas trop pourquoi. Et en effet, c'est pas elle qui tient la division féminine en ce moment, mais voilà, chacun son tour. Au final, tu as 5-6 catcheurs qui sont vraiment sur le devant de la scène à la TNA. Et c'est vrai qu'au moins, il y a une vraie coupure entre les 5-6 qu'on va avoir dans les matchs principaux et les autres. Là, tu le vois avec la carte de Bound for Glory, Jeff Hardy contre Austin Harris, pareil Bobby Hart contre James Storm, qui sont les 2 plus grands matchs du show. Et puis tout le scénar à côté avec 2 As de 8, où ils ont mis en avant Bully qui est l'autre catcheur qui a connu une année 2012 extraordinaire. Mais sinon, à part tous les mecs que Grégory vient de citer, peut-être encore AJ Styles et Kurt Angle qu'on peut rajouter aussi, tous les autres, c'est des gars qui vont disparaître pendant 5 semaines, ils vont être remplacés. Là, je vois que Gunner a disparu, mais il va revenir peut-être après. Enfin, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et en parlant de catcheurs qui disparaissent, est-ce que vous en savez plus sur la situation de Matt Morgan, qu'on ne voit plus depuis un certain temps maintenant? Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que là, Morgan, ils ont fait un scénar tout récemment où Morgan revient doucement à la TNA. Ce qui s'est passé, comme je pense vous l'avez lu un peu partout, Matt Morgan s'était barré de la TNA officiellement. Je crois qu'il voulait tenter l'aventure à la WWE. Mais pour des raisons non seulement physiques de sa part, mais aussi contractuelles, je crois que je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir le choc, on va dire, d'un rythme WWE quotidien. Donc la seule solution pour lui, c'est de revenir à la TNA. Et là, ils font un scénar où il est en train d'envahir, en gros, pendant les house shows, il vient mettre sa prise de finition sur les arbitres, sur des catcheurs, et il se barre pour le public. En fait, ils font un truc un peu genre invasion NWO style à lui tout seul, quoi. Mais c'est pour ça qu'il a dit. Justement, je voulais dire quelque chose. Pourquoi faire ça en house show et pas à l'écran directement? Ils l'ont commencé cette semaine. Hein. Ouais, ils ont commencé cette semaine. Voilà, dans le dernier Impact, il y avait Charles en coulisses qui était en train de discuter avec D'Lo Brown et qui était en train de lui demander pourquoi Matt Morgan, qui n'a pas catché la TNA depuis 5 mois, peut arriver dans le ring comme ça et défoncer un arbitre. Donc ils vont le réintroduire très progressivement et dans quelques semaines, on va le voir arriver cette fois dans un Impact et défoncer probablement un arbitre ou un catcheur et son perso sera réintroduit comme ça. Mais encore une fois, comme le disait Célian tout à l'heure, c'est pas choquant à la TNA
de voir des catcheurs qui disparaissent pendant plusieurs mois. Et moi, je t'avoue que personnellement, ça ne me dérange pas qu'il y ait un tel roulement. Parce que comme ça permet à certains personnages de souffler au lieu de les user à l'antenne en les montrant toutes les semaines alors qu'il n'y a plus aucune avancée dans leur personnage. Là, il y a un vrai roulement et puis ça tourne et ça permet de voir de nouveaux visages régulièrement. Moi, je connais un peu Grégory, je sais très bien ce qu'il veut dire par là. C'est qu'en gros, il dit qu'à la concurrence, il a un peu l'impression d'avoir toujours les mêmes têtes, une sorte de cercle vicieux quoi, permanent qui ne s'arrête jamais. Alors qu'à la TNA, il y a plus de diversité. C'est peut-être ça que tu veux dire, non? Exactement. Mais après, je ne dis pas que je critique forcément toujours la WWE, mais je pense que les deux choses ne sont pas vraiment comparables parce que la WWE, ça s'adresse plus vraiment à un public de jeunes. Le rythme est volontairement lent. Il se passe très peu de choses scénaristiquement dans une émission même de 3 heures, alors que la TNA, c'est vraiment exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à la limite, il va peut-être parfois s'en passer un peu trop, mais ça bouge beaucoup plus dans un show. Dans un show de 90 minutes ou un pay-per-view de 3 heures, il va se passer beaucoup plus de choses qu'à la WWE pendant un mois. Mais c'est un choix de la WWE de faire comme ça. Moi, après, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce choix. C'est vrai qu'au niveau des têtes qui tournent, c'est sûr qu'à la WWE, on voit ça tourne moins, que ce soit au niveau des main eventers ou même des mid-carters. Mais c'est peut-être un avantage de la TNA qui a essayé de se renforcer avec pas mal de gaves dans l'indie. Après, évidemment, il y a peut-être quelques petites têtes qui auraient pu apparaître à la TNA, notamment Cesaro. Bon, Brian, ça date quand même un petit peu maintenant, mais si on aurait pu voir un Claudio Castagnoli à la TNA, ça aurait pu donner un très bel effet, notamment avec Matt Morgan. C'est vrai, mais d'un autre côté, je pense que la plupart des catcheurs qui sont en dehors des deux grosses fédérations, la plupart souhaitent à tout prix intégrer la WWE d'abord. Et voilà, c'est en gros, s'ils ne sont pas prêts à la WWE, ils se retournent vers la TNA, ou s'ils sont plus sous contrat avec la WWE, ils se tournent vers la TNA. Et voilà, alors maintenant, tu peux avoir quand même des différences. Quand tu vois des gars comme Bully Ray ou Jeff Hardy, ils sont volontairement partis de la WWE pour construire leur carrière à la TNA et ils ont envie d'y rester. Donc c'est aussi un choix. Si tu prends quelqu'un comme Bully Ray, tu vois la façon dont il se comporte dans le ring, sa créativité, à chaque fois comment il arrive à faire évoluer son personnage semaine après semaine. Je pense qu'il est dans un show comme la TNA parce que justement, il est totalement libre de faire ce qu'il veut avec son personnage. Oui, jamais il aurait pu avoir ces opportunités s'il était resté à la WWE. Et même, tu prends des mecs comme Austin Harris, la TNA a quand même réussi à créer des stars, des Bobby Roode, des Cowboy James Storm, des mecs qui n'auraient jamais eu cette opportunité, ou alors ils l'auraient eu après peut-être 2-3 ans de trou noir à la WWE. Donc c'est vrai que c'est des choix de carrière. Parfois, les mecs, bon, ils ont pas le choix parce que la WWE veut pas d'eux. Mais bon, ils ont des opportunités à la TNA qu'ils n'auraient pas eu ailleurs. Et ça, c'est fabuleux. Alors, moi j'ai une question. J'avais pu voir. Je vais parler vite fait de WWE avec vous. Vous aviez reçu. Enfin, Célien avait reçu dans. Enfin, pas Célien directement. Avait fait une émission spéciale catch dans l'émission. Comment c'était quoi déjà? Les extrémistes. C'est ça. Tu avais reçu Joe Atlas et Tom LaRufa. Exactement. D'ailleurs, Ouais. j'avais pu voir l'émission, très très bonne émission. J'avais dit que je mettrais le lien sur Facebook, j'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, j'ai toujours le lien de disponible, je le mettrai sous peu de temps. Et est-ce que est-ce qu'il t'avait déjà parlé de ses contacts avec la WWE, Tom LaRufa, ou alors pas du tout? T'as été surpris comme tout le monde quand il a annoncé ça sur son Facebook? Bah, disons qu'on va dire kayfabe là. Je vais me protéger un petit peu, je peux pas tout révéler. Non, mais si tu veux, Tom est un ami de longue date, donc évidemment, j'avais déjà quelques petits bruits de couloir, on va dire. Je vais pas tout te dire, mais tout ça c'est bien goupillé parce que moi, ça faisait longtemps en fait que je voulais faire une spéciale catch dans les extrémistes. C'est une émission hebdomadaire qui passe sur MCS Extrême et qui parle souvent des sports extrêmes. Alors c'est souvent du surf, des skateurs, des surfeurs, des trucs comme ça. Et moi, ça faisait des mois et des mois que je leur disais on va faire une spéciale catch, on va faire une spéciale catch. Au début, bien sûr, comme d'habitude, ils voulaient pas trop. Jusqu'au jour où j'ai réussi à leur dire voilà, on a un gars qui est fabuleux, plus un gars qui a un physique incroyable, il faut les mettre en plateau, ça va être génial. Et je pense qu'ils ne l'ont pas regretté parce que c'était une des émissions les plus, on va dire, toniques de la saison. Oui. Et c'était vraiment très sympa. Et puis on a pu voir ce que Tom avait dans le ventre parce que voilà, quoi, on lui donne un micro, le mec, limite si on l'arrêtait pas, il continuait de parler pendant des heures et des heures. Il adore parler, il le fait bien et il nous a autant impressionné en plateau qu'il nous avait impressionné pendant l'émission de télé-réalité qu'il avait fait au Canada, quoi. D'accord. Est-ce que Bruce Et Lee, c'est t'as une mérité, question? hein, c'est mérité parce que Ah oui, des Français franchement, qui ont le physique comme le sien et qui ont autant la passion et qui. Enfin, s'il y en avait un qui devait réussir, ça devait être lui, quoi. C'est clair. ouais.
Bah, on l'a vu à, Enfin, au début, on je le l'a vu connais. à World of Hurt, Au début, c'est lui quand même qui s'est attiré les spotlights sur lui, hein, même si l'émission, il y avait quoi, 10-12 gars, peut-être 12 épisodes. À la Il n'y a que fin, lui qui on ressort. retenait le dernier épisode avec Tom LaRuffa. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Non, non, c'est clair que lui, il a tout de suite compris ce que c'était que l'émission de télé-réalité, qu'il fallait jouer le personnage à fond. Les autres, je crois, ils étaient un petit peu intimidés parce que ça devait être une des premières fois qu'ils passaient à la télé. Alors, ils étaient encore un peu sur le côté on va rester discret. Alors que lui, au contraire, il a passé la vitesse, il a passé la 7e vitesse et il a dit ok, c'est moi la star et allez vous faire foutre les autres, quoi. Ouais, alors, Brousty, une question peut-être pour le duo. Ouais, bah, je voulais savoir en fait ce que vous pensez, honnêtement, hein, sa langue de bois de Hulk Hogan, en fait, sa gestion à TNA, un petit peu ce qu'il y fait, quoi. Alors, Hulk Hogan, c'est pareil. S'il est autant mis en avant dans le show, c'est parce que c'est bon pour les audiences. C'est un peu l'équivalent de Jeff Hardy. Alors, bien entendu, c'est pas la même génération, mais c'est pour ça qu'on le voit tout le temps. Si vous voulez analyser ça, vous pouvez regarder tout simplement les audiences par quart d'heure. Vous avez ça sur les sites internet et vous regardez les segments où l'audience grimpe toujours pendant Impact Wrestling. Il y en a toujours trois en général. Il y a quand il y a Jeff Hardy, il y a quand il y a Hulk Hogan et il y a quand il y a les femmes. Les gonzesses, Voilà. ouais. Donc, c'est pour ça que le show est obligé d'incorporer Hulk Hogan autant, parce que c'est une figure connue, parce que ça reste une méga star et parce qu'il est bon pour les audiences. Après, sincèrement, le fait qu'on le voit aussi souvent dans le show, bon, on peut discuter. Moi, je trouve que sincèrement, il s'est amélioré par rapport à il y a quelques mois. Je trouve que c'est mieux, que c'est plus cohérent, qu'il a été plutôt bon dans l'ensemble, dans toute l'histoire, tout le scénario avec 2 As de 8. Ce qui est bien avec Hogan, c'est quand c'est cadré. S'il commence à partir en impro, nous on le voit dans des pay-per-view quand il faut le traduire en instantané, etc. Il y a des moments, il improvise, on sent que lui-même, il a pas l'air d'avoir Ouais. trop conscience de ce qu'il dit. C'est un peu le problème. Mais sinon, par rapport au côté tonique, au dynamisme qu'il apporte dans le show, l'ensemble est plutôt positif sur Hogan. Mais je pense quand même que Hulk Hogan, moi, à titre perso, il est bien à petite dose. Voilà. Je pense que quand on le voit dans 6 ou 7 séquences par émission, c'est Ouais. trop. Et Grégory fait allusion à l'audimat aux États-Unis. Je pense qu'il serait plus efficace, audimatement parlant, on va dire, si on le voyait à plus petite dose. Mais c'était le cas aussi à l'époque où on voyait Eric Bischoff dans 6 segments à la suite. Ça saoulait tout le monde, tu vois. Eric Bischoff, tu le verrais 5 minutes ou 10 minutes par semaine, ce serait génial. Si tu le vois 1 heure par semaine, tu veux t'en débarrasser à tout jamais. Et c'est pareil avec Hulk Hogan, je pense. Mais maintenant, sincèrement, je préfère voir Hogan toutes les semaines plutôt qu'un Eric Bischoff. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, je vais passer vite fait aux petites réactions qu'on a eues sur Facebook. Enfin, on a eu deux réactions tout à l'heure. Alors, c'est Mathieu Ebo qui dit qui sait qui est le chef des 2 As de 8 et il dit que c'est Bully Ray. Et il y a Pierre Orto, par contre, je crois qu'il vous pose une question pour savoir s'il y a un retour d'Abyss possible, car Joseph Parks, il aime pas trop le personnage. Bah, alors, c'est marrant ce que tu me dis par rapport à l'histoire avec Bully Ray, parce que nous, toutes les semaines aussi, on lit un peu les courriers téléspectateurs à l'antenne, où on demande un peu ce que les téléspectateurs pensent, qui sont derrière les 2 As de 8, hein, c'est le nom français, enfin, c'est le nom qu'on a utilisé pour Aces and Eights. Et on a eu un peu tout et n'importe quoi. Les choix, ça va des mecs. Il y a des téléspectateurs qui pensent que ça va être des anciens de la ECW, d'autres qui pensent que ça va être Eric Bischoff, Jeff Jarrett ou des mecs comme ça, même certains qui nous ont dit que ça va être Hulk Hogan. Mais il y a beaucoup, évidemment, de gens qui pensent que ça va être Bully Ray. Et en particulier après le scénario de cette semaine au dernier Impact avec Bully Ray qui a été sélectionné pour être le partenaire de Sting pour affronter les deux mecs masqués. Évidemment, pour ceux qui connaissent le catch depuis longtemps, qui connaissent un peu comment ça fonctionne scénaristiquement, ça semble logique que Bully Ray est peut-être derrière le truc. Alors maintenant, tu me dis que ton j'ai oublié son prénom, excuse-moi, mais il dit qu'il sait que c'est Bully Ray. Je pense qu'il le sait. Enfin, il le pense, comme tout le monde, il ne le sait pas à 100%. Mais il ne faut jamais oublier que dans le cadre, justement, si un scénario devient trop prévisible, ils peuvent passer à autre chose de complètement différent. Pendant des mois cette année, on était convaincus que le main event de Bound for Glory, ça allait être James Storm contre Bobby Roode. C'était tellement évident qu'ils ont décidé de complètement changer le scénar et de faire un main event entre Austin Harris et Jeff Hardy et de mettre un match entre Roode et Storm sans le titre en jeu. Donc c'est un peu pareil pour l'histoire des 2 As de 8. Effectivement, c'est à peu près toujours les mêmes noms qui reviennent sur le tapis, mais du coup, si c'est trop évident, il pourrait essayer de passer à quelque chose de complètement différent. Donc, on verra Bound for Glory. De toute façon, on aura, à mon avis, une bonne partie de l'explication pendant cet événement, qui sera diffusé d'ailleurs sur ma chaîne sport le mercredi 7 octobre à 20h30. Voilà, c'est dit. Voilà, ça c'est fait. On a la chance cette fois-ci d'être diffusé juste 2 jours et demi, enfin même pas, moins de 3 jours après la diffusion américaine. Donc, c'est vraiment une sacrée exclue pour tous les gens qui ont ma chaîne sport.
toujours en intégralité, évidemment, et en exclusivité sur notre antenne. La deuxième question que tu me posais, c'était par rapport à Joseph Park. Alors là, attention, Oui. s'il y en a un qui n'aime pas Joseph Park, je pense que ça va faire bondir de sa chaise Grégory, qui est un grand, grand fan de l'avocat du barreau de Chicago. Ouais, mais et qui peut aussi plaider au barreau français, hein, je le signale, ce qui est rare pour un avocat. Non, mais c'est vrai que moi, je suis un fan de Joseph Park, mais il y a peut-être un décalage de génération entre ce qu'on peut penser. Bon, moi, j'ai 28 ans, Célian est un tout petit peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup. Et par rapport à des fans qui, on va dire aujourd'hui, aller entre 12 et 18 ans, qui n'ont pas les mêmes référents dans le catch, on n'a peut-être pas les mêmes goûts. Moi, je suis beaucoup plus sensible justement je trouve que Joseph Park, ce qu'il fait en ce moment, enfin, le personnage de Joseph Park apporte beaucoup plus à ce catcheur que ce qu'il faisait quand il était Abyss ces derniers mois. Pareil pour Bully Ray, je trouve qu'il est absolument incroyable dans tous les shows en ce moment. Mais bon, c'est encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un décalage de génération. Si tes référents catchistiques, c'était les années 80, les années 90, tu seras plus attiré par des persos comme Joseph Park, comme Bully Ray. Après, si tes référents catchistiques, c'est plus les années 2000, tu comprendras peut-être moins la logique de ce genre de personnage. Maintenant, nous aussi, Grégory et moi, on suit la TNA depuis le début, donc depuis 10 ans. Et si tu veux, du Abyss, on s'en est bouffé pendant 10 ans. Donc Abyss, moi, j'aime bien le perso. Mais je t'avoue que c'est un peu comme Kane, tu vois, si tu veux. À un moment, on en a vite fait le tour, et s'ils n'arrivent pas à se renouveler, et ça nous saoule. Là, ils font un truc super avec Kane à la WWE. C'est un des rares trucs bien à la concurrence. Mais je t'avoue qu'avant qu'il fasse sa petite histoire avec Daniel Bryan, Kane, c'était mais avance rapide automatique. C'était insupportable. C'était des catcheurs que je pouvais plus voir en peinture parce que justement, c'était toujours pareil. Et c'était un peu le même problème avec Abyss. Sur la fin, s'il n'y avait pas un peu un renouvellement ou un renouveau, c'était assez chiant. Ouais. Et c'est vrai que Célian et moi, nous sommes de plus en plus sensibles au côté vraiment personnage, c'est-à-dire au côté un peu psychologique, dramatique, au jeu d'acteur, à la limite plus que ce qui va se passer dans le ring. Et j'en reviens encore une fois à Bully Ray, mais Bully Ray, amusez-vous à le regarder comme ça pendant une émission, regardez le dynamisme qu'il a dans les séquences en coulisses, regardez même son comportement dans le ring. Alors, il est au-dessus du lot. Il est vraiment au-dessus du lot dans son jeu d'acteur, dans la moindre réaction, dans les phrases qu'il va sortir au milieu d'un match. T'entends les gens au premier rang qui se marrent tellement il est bon. Et ça, c'est vraiment la différence entre ceux, comme on dit, excellents, qui ont tout compris au catch et les autres. Alors, on a une nouvelle question sur Facebook qui est apparue il y a mardi dernier. Alors, c'est Del Rio El Patron qui vous demande. Alors, attention, c'est long. J'aurais voulu savoir ce que pensaient Varini et Gregoridis de la Rinka King, cette fédération créée par Jeff Jarrett et produite par la TNA, si je me gourre pas. Savoir un peu ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est une sorte de TNA bis peut marcher en Inde? Par la même occasion, vu que Jeff Jarrett est parti gérer la Rinka King, s'ils pourraient chacun sortir du top 5 des meilleurs matchs de Jarrett à la TNA, merci d'avance. Oula, effectivement, c'est une question, il y a en deux parties. On va parler de la Rinka King. Effectivement, malheureusement, je crois que c'est déjà terminé. Tous les épisodes ont été diffusés en Inde. Ouais. Donc, je ne pense pas que ce soit un truc viable sur le long terme. Comme d'habitude, ils ont fait un audimat fabuleux au début, un peu, et après, ça a baissé semaine après semaine. Le truc, c'est que l'Inde n'avait jamais vu de catch de sa vie. En Inde, il n'y avait jamais eu de catch réellement à la télévision nationale et tout. Donc, c'est vrai que là, ils sont venus avec les grands moyens américains. Ils ont mixé ça avec les catcheurs indiens. Ça donnait un produit. Franchement, moi, le produit, ça me faisait beaucoup rire. J'ai adoré au début. Après, je t'avoue que ça me saoulait un peu parce que c'était un peu des scénars à la Vince Russo, un peu qui avaient été vus et revus et revus et revus. Mais il y avait un côté très enfantin, mais très innocent aussi. Et très bubblegum qui me plaisait, qui me faisait rire. Mais par contre, je suis pas sûr que j'aurais pu tenir sur le long terme, si tu veux, avec Tarin Kakin, même si le côté, la folie à l'état pur, c'est-à-dire avec tout le monde qui dansait, les feux d'artifice, les couleurs, on comprenait pas toujours tout, mais c'était quand même assez fun. Par contre, le niveau de catch quand même des catcheurs indiens était assez faible. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu sais, la TNA, en fait, ils essaient de faire des TNA bis parce qu'ils essayent par tous les moyens de se faire de la thune. C'est une histoire d'argent. Alors, il y a eu l'aventure Inkakin, mais il y a eu aussi l'aventure, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le catch mélangé avec une émission de moteur, de grosses voitures, de grosses bagnoles. Vous avez pas entendu parler? Wheels, quelque chose comme ça, oui. C'était. C'est ça, Bells on Wheels, je sais pas quoi. Ouais. Ils ont tourné, ça n'a jamais été diffusé. Mais voilà, ils essaient de trouver des nouveaux concepts en fait, à essayer de vendre à des émissions, à des chaînes du câble américain ou même de façon internationale, de mixer le produit qu'ils connaissent, c'est-à-dire le catch, avec un truc en plus pour essayer de trouver une accroche, quoi.
Et c'est vrai que le fait de procéder comme ça et d'essayer de rendre populaire le catch en Inde, c'était un peu un moyen de suivre la WWE qui fait de plus en plus son business à l'étranger. Il faut être clair, le marché américain, enfin en tout cas au niveau des potentiels téléspectateurs, il est quand même beaucoup plus limité aujourd'hui qu'il était il y a 10 ans. Tu vois comment les audiences de la WWE baissent chaque semaine. La TNA, c'est pareil, c'est-à-dire ils ont un groupe fidèle de téléspectateurs, mais les audiences restent. Ça stagne. Voilà, ça stagne. Et bon, nous, au moins, ça baisse pas, contrairement à la WWE. Mais voilà, après, ils essayent de s'ouvrir de nouveaux marchés, c'est normal. Hein. Regarde, la WWE, je crois que maintenant, ils font presque 50% de leur business en dehors de l'Amérique du Nord, donc hors États-Unis, Canada. La TNA essaye de faire la même chose. On verra. C'est vrai qu'il y avait un côté marrant dans cette fédération par le côté un peu enfantin, mais je ne crois pas que ça va perturber la TNA sur le long terme. Si tu regardes le show Impact Wrestling sur l'ensemble de l'année, depuis que Vince Russo est parti, sincèrement, ça va quand même beaucoup mieux au niveau des scénarios. Et on a un show qui est bien meilleur que ce qui pouvait être à la TNA il y a encore 1 an ou 1 an et demi. Et l'autre question Ouais, que c'est vous posiez, c'était par rapport à Jeff Jarrett. Ça, il voulait savoir les meilleurs combats de Jeff Jarrett à la. Oui. La vache. Alors, s'ils pourraient chacun sortir le top 5 des meilleurs matchs de Jarrett à la TNA, Moi, je vais t'en sortir ça va trois être d'un difficile. Je vais t'en sortir trois d'un coup contre. C'était sa feud contre Kurt Angle. Voilà. Ah oui. Il y avait eu 3 combats. Enfin, il y avait eu une démonstration, un faux match de MMA qu'ils avaient fait qui était super fun. Il y avait évidemment, c'était à Genesis, ça. Ensuite, il y a eu le match Against All Odds contre Kurt Angle aussi. Ensuite, il y a eu le match final contre Kurt Angle à Lockdown. Donc, toute l'année 2011, si tu veux, les 6 premiers mois de l'année 2011 avaient été rythmés par cette feud entre Jarrett et Kurt Angle, qui était non seulement fabuleuse. Bon, les combats étaient 5 étoiles, mais aussi parce qu'il y avait Karen. Et Karen Angle, Jarrett, franchement, pour moi, elle est incroyable dans tout ce qu'elle fait. Et je regrette qu'on la voit plus en ce moment parce que franchement, c'était du bonheur en barre. Ouais, et c'est la même chose pour moi. Plutôt que de répondre pour des matchs, j'aurais répondu pour une feud. Et pareil, c'est la feud avec Kurt Angle qui m'a le plus marqué. Et Jeff Jarrett, c'est pareil, pendant les premières années de la TNA, on le voyait beaucoup, il avait tout le temps la ceinture, etc. Il y a un moment, ça commençait à devenir saoulant. Et là, dans cette feud avec Kurt Angle et avec Karen Jarrett, il a su complètement renouveler son personnage, devenir drôle. Voilà, on a eu un nouveau Jarrett. Et c'est vrai que moi, plus que les matchs qui étaient déjà super, j'ai adoré toutes les séquences où tu voyais Jeff et Karen à la maison avec les enfants de Kurt. C'était vraiment à hurler de rire. C'était super. Et c'était surprenant parce que c'est vrai que Jarrett, c'était tout à fait le genre de mec dont je parlais tout à l'heure, comme les Eric Bischoff, comme les Hulk Hogan. C'était des mecs qu'on voyait trop souvent et qui nous saoulaient. Et que des mecs comme ça réussissent à se renouveler. Et un peu comme Kane est en train de le faire en ce moment, un peu comme Bully Ray est en train de le faire, un peu comme Sting est en train de le faire, des mecs qui, après 20 ans de carrière, réussissent à se renouveler et à redevenir fabuleux, ça, c'est vraiment génial. Sting, c'est exactement ça. Je veux dire, avant qu'il lance son perso de Joker il y a 1 an, c'était fatigant de le voir toutes les semaines. Et voilà, il a commencé à être super au micro, à devenir super drôle dans les séquences backstage. Et on a eu l'impression de voir un nouveau Sting, alors que le gars, quand même, il n'est pas tout jeune. Et pour revenir sur la petite feud, la grosse feud, c'était en 2008, Jeff Jarrett contre Kurt Angle. D'ailleurs, il y a le match avec. Non. Il y en a eu plusieurs, mais moi je te parle de celle de 2011, celle qui a duré le plus longtemps, c'était L'année dernière. La dernière. Je me rappelle, on a vu C'était 3 la matchs. dernière, c'est entre les deux. Ouais. Il y avait 2009 aussi, il me semble. Ah, parce qu'il y a le match de MMA et il est repassé dans l'un des tout premiers épisodes de TNA Greatest Matches sur MCS Extreme. Est-ce que c'est celui-là? Exact. Chick Verpa, tu suis régulièrement. Pour ceux qui ne savent pas, MCS Extreme, c'est la petite sœur de ma chaîne sport qui diffuse donc des sports extrêmes, comme son nom l'indique. Et il y a pas mal de catch dessus. Alors, on a diffusé au fil des mois la CMLL, donc du catch mexicain, le lucha libre. On a diffusé aussi Wrestlicious. On a diffusé Wrestlicious pour les fans. Mythique. Mythique, ouais, du catch féminin assez fun. Et puis aussi les TNA Greatest Matches, qui sont une sorte de compilation des meilleurs combats du passé de l'histoire de la TNA. C'est un peu l'équivalent de la Vintage Collection sauce TNA, quoi. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a eu un spécial Jeff Jarrett où le combat avait été diffusé. Un en spécial effet. sur la feud, si je me souviens bien. Ouais. Ah ouais? Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est l'un des tout premiers épisodes, mais ça fait quoi, 3-4 mois maintenant que c'est diffusé TNA Greatest Matches? Oh, je dirais un peu plus longtemps, parce que 3-4 mois, c'était avant l'été, donc ça a dû commencer, je pense, Mois de mai, peut-être. Ouais, un truc comme ça, peut-être, ouais. Mais pendant l'été, là, on n'en a pas diffusé, on va reprendre ça très très bientôt, donc surveillez vos télé horaires, comme disait Raymond Rougeau. Sébastien qui a une question sur la durée d'impact. Alors oui, parce que moi je suis plutôt partisan de prolonger Impact à 3 heures, parce que je pense que ça aurait plusieurs avantages, notamment montrer plus de catcheurs à l'antenne, proposer des matchs plus longs, ou encore développer des storylines. Et je pense que ce serait une bonne chose pour la TNA. Et quel est votre avis là-dessus?
Alors attends, je vais laisser T'es Grégory pour, répondre, mais en tout cas, t'es c'est pour clair alors que que t'as vu ce qu'on est en train de nous faire avec Ro là? Et je viens d'entendre la réponse aussi. Et j'ai pas entendu la réponse, on voit, mais alors, je crois que je sais pas si c'est Gus qui a dit ça, mais tu vois ce qu'ils sont en train de nous faire avec Raw. justement, s'il y avait à choisir ouais. entre mettre 3 heures à Raw ou à Impact, j'aurais préféré qu'ils mettent Impact à 3 heures. Mais ils ont fait le mauvais choix, à mon avis. Hein. Ouais, voilà. Alors, mais écoute, sincèrement, le fait de faire passer Impact en 3 heures, je sais pas si c'est une très bonne idée parce que ce que les gens comprennent pas trop, c'est que quand tu passes un show en 3 heures, tu perds énormément de rythme. Et tu regardes à chaque fois que c'est arrivé dans l'histoire du catch, quand Nitro, la WCW à l'époque, ils avaient fait passer le show en 3 heures, ils avaient perdu énormément de rythme par rapport au format de 2 heures. Regarde ce qui se passe avec Raw aujourd'hui. Moi, je tiens à préciser qu'à l'antenne, parfois, on s'amuse à critiquer la concurrence, surtout moi, mais c'est à moitié pour plaisanter. Mais moi qui suis un très grand fan de la WWE des années 80 et 90, je suis vraiment atterré de voir le format d'Euro en 3 heures parce qu'il n'y a plus aucun rythme, il ne se passe plus rien. Et en gros, ce qu'ils ont fait en passant Raw de 2 en 3 heures, c'est que la séquence d'ouverture où tu as un mec qui parle au micro, c'est passé de 15 à 25 minutes. Des matchs qui duraient avant 6 minutes, maintenant ils durent 18 minutes et il ne se passe rien de plus. Et si à Impact Wrestling, tu faisais passer le show en 3 heures, je pense que malheureusement, on perdrait du rythme. Il ne faut pas oublier qu'à Impact, il y a encore quelques années, c'était un show d'1 heure. Hein, c'est passé en 2 heures, je crois que c'était en fin 2007. Hein. Donc, moi, ça me semblerait être une mauvaise idée, mais c'est juste mon opinion, de faire passer Impact en 3 heures. En fait, je pense que la seule possibilité, si Impact passait en 3 heures, ou en tout cas plus de 2 heures, c'est tout simplement de garder la même émission et de la rythmer mieux. Parce que le problème d'Impact principal, c'est que ça va trop vite. On n'a pas le temps de respirer. Ils font en fait une émission de 4 heures et ils la condensent en 2 heures. Et parfois, si tu veux, pour des mecs qui suivent pas trop les scénarios, qui regardent une fois de temps en temps et tout, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une sorte de… Tu as l'impression que les mecs ils sont sous acide, tu vois. On n'a même pas le temps. Le match, il n'est pas encore fini. Tu as déjà 5 séquences en coulisses avec 25 personnes qui se parlent en même temps. Donc c'est vrai que parfois, ça peut être assez, prenant, quoi. Donc si Impact passait en plus long, ce qui serait, moi, peut-être pas aux yeux de Grégory, mais en tout cas pour moi, ce serait un truc positif, mais de garder la même, de changer le rythme, mais de garder le même contenu, en fait. D'accord. Alors, juste une petite, on va finir, je pense, l'interview là-dessus. Après, on va pouvoir passer à l'analyse de la carte de Bound for Glory, enfin de ce qui reste, enfin de ce qu'on a plutôt. Une question alors sur vos parcours, sur vos différents parcours de commentateurs. Vous avez commencé par quoi? Alors, je sais que Célien commente, tous les deux d'ailleurs, vous commentez sur Eurosport 2 maintenant. Ouais, Ça a été transféré sur Eurosport 2. En fait, je commente avec Marc régulièrement et c'est vrai que Coucou Grégory. Marc. Comment? Coucou Marc. Marc Coucou à Chavet lui. qu'on Dis a un reçu coucou à dans Marc une émission. qu'on a reçu il y a un mois. Eh ben, coucou à lui, effectivement. Et c'est vrai que Grégory nous remplace soit Marc, soit moi quand on est absent, on va dire. Quand on est en affectation spéciale. En mission très spéciale, comme le disait Raymond Rougeau à l'époque. Désolé, on fait référence à Raymond Rougeau et à Guillaume, mais c'est nos modèles de commentateurs de catch en France. Voilà, nos parcours respectifs, c'est très simple. Hein. Moi, je commente le catch sur Eurosport depuis 2005, je crois. Au fil des années, j'ai eu pas mal d'expérience sur différentes chaînes, que ce soit Direct 8, W9, TF6, Gong même, et Extreme Sports Channel, enfin Orange Sport. Enfin, j'ai bossé vraiment sur une tonne de chaînes sur différents sports, parce que je ne commande pas que du catch, mais avec principalement les sports de combat, que ce soit la boxe, la boxe thaï ou le kickboxing. Et Grégory, c'est un ami en fait. Hein. Grégory, c'est un ami de longue date, ça doit faire 15 ans que je le connais. Et quand en fait MCS a commencé à diffuser la TNA, j'ai proposé à ce que Grégory vienne m'épauler. Alors au début, ils étaient un petit peu réticents, c'est sûr, parce qu'ils disent voilà, c'est qui? Il veut mettre ses potes, le mec a jamais fait de télévision, il sait peut-être pas s'exprimer et tout. Mais bon, évidemment, je n'allais pas leur proposer un clown. Si je voulais me faire épauler par Grégory, c'est parce que je savais qu'il allait être bon, et effectivement, il a été bon dès la première fois. Notre duo a bien fonctionné, et depuis, il est resté. Et je crois que c'est maintenant un duo qui marche. Et ce qui est assez marrant, en fait, c'est que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, commenter de catch, c'est facile, moi, je pourrais le faire sans problème. Mais j'ai commenté du catch avec peut-être, sans déconner, peut-être 20 personnes différentes, sur des DVD, sur Eurosport, enfin, sur des trucs comme ça. Et je vais dire, 95% des gens, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que le catch, c'est vraiment des règles dans le commentaire. Il y a un rythme qu'il faut connaître. Il y a des connaissances qu'il faut avoir. Et c'est facile de dire sur Internet, moi ceci, moi cela. Mais je peux dire qu'une fois que quand tu as la lumière rouge qui est allumée et que tu as le micro devant la bouche et qu'il faut y aller, en général, tout le monde s'écroule.
Et Grégory, je savais que lui, il n'aurait pas peur, il les ferait bien et ça fonctionne depuis le début, quoi. Ouais, je pense que c'est important ça parce qu'avec Célian, on a une approche du catch, de ce que doit être un show de catch qui est très similaire. Et du coup, quand je suis à l'antenne avec lui, bah voilà, il va dire quelque chose, je sais exactement ce qu'il attend comme réponse de ma part et vice-versa. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment tout le temps de faire le ping-pong, que ce soit pendant les plateaux où il n'y a pas de temps mort ou que ce soit pendant l'émission où on se renvoie la balle en permanence, chacun dans notre personnage. Célian jouant le rôle du commentateur heel et moi celui du commentateur face. Oui, en parlant de début, Un peu comme. sur un des tout premiers Mondo Catch, j'avais une petite question notamment pour Greg 10. L'un des tout premiers Mondo Alors, Catch. Verpa, est-ce que tu peux parler un petit peu Ah, plus c'est bon. fort, s'il te plaît? Sur l'un des tout premiers Mondo Catch, j'avais une petite question pour Greg 10. Bon, les Mondo Catch, une petite collection très confidentielle, même on peut dire. Maintenant, même pour les trouver via Planet Catch, c'est assez compliqué. Mais je crois me souvenir que Greg avait commenté un petit best-of Jeff Hardy, genre 2003-2004, peut-être quelque chose comme ça, lors de son petit départ pour la TNA. Et je crois me souvenir que dans ce programme, on t'appelait Grégory Vini. Alors, je sais pas, j'ai une petite question, ça m'a toujours turlupiné. Pourquoi le nom était-il différent entre la période MCS et ce petit essai? Je pense que c'est le premier enregistrement, non? Eh ben écoute, Verpa, malheureusement, c'est une erreur parce que Grégory Bah ouais. n'a jamais commandé de Mondo Catch avec nous. Ah, je croyais. Non, ça devait être quelqu'un d'autre parce que les Mondo Catch, j'en ai commenté quelques-uns avec Christophe, Agius. J'en ai commenté quelques-uns avec Marc. Et Grégory, non, je crois pas, hein, Grégory. Non, ça, je sais Best pas. of Jeff Hardy, Ouais, parce que je me c'est souviens qu'il y en a eu 2 de sortie. Il y en a eu un avec Christophe Agius et le second, il me semble bien que c'est la même voix. Ah oui, exact. attends, J'ai été attends, chercher oui, loin. oui, Hein. t'as raison. Exact. J'en avais fait un et l'autre Célian l'avait fait avec Christophe. Ouais, c'est ça. Exact. Exact. Je crois, Ah bah voilà, d'accord, je crois que j'avais fait le premier et Célian et Christophe avaient fait le On deuxième. travaille un peu à Wrestle Radio avant les émissions quand même. Hein. Et alors, je crois que ça date de 2009, l'enregistrement. Ça devait être genre en avril 2009. C'était au tout début. J'avais déjà remplacé Célian une ou deux fois sur Eurosport, mais il y en avait juste eu un ou deux, en fait. Donc, c'est pour ça que ça me disait plus rien. Mais- oui, exact. mais- Tu as raison. Ouais, bah effectivement, on avait oublié, tu vois. Mais par contre, juste une question, tu dis qu'il s'appelait Grégory Vini, c'était écrit à l'écran ou c'était où je lui Ah, je parlais me comme ça? souviens, je l'ai réécouté plusieurs fois parce que je l'ai réécouté il y a pas longtemps pour bien être sûr. Et oui, au tout début, ce qui est sûr, c'est que 10 ça n'apparaît pas. Hein. En tout cas, il y a un nom de famille en I qui apparaît. Donc, je sais pas pourquoi, ça a toujours été une question. Pourtant, je ne vois pas. Non, mais c'était peut-être fait exprès aussi au début parce que j'avais pas forcément spécialement envie de mettre mon vrai nom à l'antenne. Enfin, ou sur un DVD. Attends, ou 10, c'est ton vrai nom? C'est un peu cher. pas. Donc, ça, c'était le tout début. En fait, le vrai nom, on a commencé à l'utiliser quand j'ai commencé à faire des émissions sur les pay-per-views sur ma chaîne sport avec Célian en 2010. Non, mais je vais te dire un truc, Verpa, c'est qu'en fait, son idole, c'est Michael Cole. Et tu sais que Michael Cole, c'est pas son vrai nom non plus. Donc Ah non, je déteste Michael Cole. il voulait prendre un Mon pseudo Dieu. comme son Ah, idole. au moins, à Raw, il y a JBL qui est revenu les dernières fois. Au moins, ça vaut le coup de regarder Raw pour écouter JBL aux commentaires. En qui anglais. Voilà, en anglais, qui est absolument génial. Voilà. JBL qui est quand même allait nous ressortir la période de top 14 de Cesaro à l'époque. Hein. Il est Exact. reparti très très loin. Exactement. Donc bravo pour la référence. En tout cas, tu vois, moi-même, ça me disait plus rien. Mais maintenant que tu me dis, je me souviens très bien, j'ai une réminiscence proustienne. C'est le premier souvenir de Grégory 10. Mais j'aime bien écouter différents commentateurs, différents, même avec Célian Varini, avec le nombre de partenaires différents. Il faudrait peut-être une heure le temps de tous les lister. Il y a vraiment. Tu sais que je dois te faire un aveu. En fait, je ne m'écoute pas. Ou très rarement. C'est-à-dire que souvent, Célian est là en train de me dire regarde l'émission, etc. Mais moi, j'ai beaucoup d'autres activités à côté qui ne sont pas du tout liées au monde journalistique. Et donc, en fait, je m'écoute assez peu. J'adore le faire en live parce que j'ai la même passion que Célian pour le catch. On adore ça. C'est la passion de notre vie, c'est l'amour de notre vie. Mais c'est vrai qu'à la limite, ce qui m'excite, c'est de le faire avec lui et pas forcément de m'écouter ou de me réécouter ensuite. D'accord. Je voulais savoir une petite question qui me passe par la tête qu'on demande à tout le monde. Est-ce que vous avez été contacté déjà par NT1 pour faire un remplacement d'Ajus Suchero? Non, moi jamais. Jamais. Non, mais de toute façon, je crois qu'il y a, à mon avis, ils veulent un peu séparer à fond le côté, tu sais, le fait qu'on soit la voix de la concurrence, ça leur pas leur faire très plaisir non plus. Donc, je pense pas qu'il y ait de possibilité là-dessus, non, ça c'est sûr. D'accord. Ben écoutez, je pense que l'interview a... Je crois que Grégory aime bien parler, tu sais que de Bound for Glory, tu vas nous rappeler encore une fois la diffusion, Grégory? Ouais, mercredi 17 octobre à 20h30 sur ma chaîne sport. Voilà. Faut avoir ma chaîne sport par contre. Ça coûte pas cher, bah oui, tout le monde peut l'avoir, c'est disponible partout.
Alors, Machine Sport, c'est assez marrant parce que les gens ils disent ouais, on n'a pas Machine Sport, mais enfin, c'est quand même gratuit sur pas mal de providers. Et c'est genre 99 centimes sur 2 ou 3 autres. Donc vraiment, Ah oui, c'est vraiment pas cher, ouais, en effet. non, il y a juste, je crois que chez Orange et où c'est dans un bouquet sport à la con où ça coûte super cher. Ouais, chez SFR, ça coûte cher. Chez SFR aussi peut-être, ouais, voilà. Mais sinon, voilà, moi Et il faut pas oublier que ma chaîne sport, c'est une chaîne jeune. Hein, c'est une création de Numéricable, c'est assez récent, donc il faut voir que ça a 5 ans, quoi, ma chaîne sport, en gros. Donc il faut aussi regarder la chaîne dans cette perspective-là. C'est une chaîne qui grandit doucement, mais sûrement. je vous le cache pas, on a des petites surprises dans le futur. Donc l'exposition de ma chaîne sport va certainement être décuplée dans les mois à venir. Mais comme Grégory vient de le dire, c'est une chaîne jeune. On a commencé avec ma chaîne sport, après il y a eu ma chaîne sport extrême, après il y a eu ma chaîne sport bien-être, qui est une chaîne plutôt féminine avec du yoga et du fitness, ce genre de choses, nutrition. Maintenant, il y a ma chaîne sport tennis qui vient d'être créée qui va être créée à la rentrée, pas à la rentrée 2013. Donc tu vois, ça grandit, ça grossit. Donc il y a des choses positives dans le futur. Surtout concernant les pay-per-view, au tout début c'était en vidéo à la demande, même je crois qu'il fallait commander, et puis maintenant c'est devenu un rendez-vous mensuel à surtout ne pas rater en direct et à 1 heure de grande écoute sur MCS. Je te remercie de le dire, c'est vrai qu'on essaye tant bien que mal de trouver des créneaux pour diffuser l'événement à des horaires sympas. Et c'est un peu difficile parce que, comme je t'ai dit, il y a toujours priorité à des directs de football ou ce genre de choses. Mais on a de la chance et on réussit à trouver du prime time pour les pay-per-view. Et on est écouté parce que l'émission marche bien. C'est l'une de celles qui marche le mieux sur ma chaîne sport. Ouais, justement, je voulais vous demander au niveau des audiences si ça se passait bien, parce qu'à mon avis, vous êtes limite devenu, je crois, un des programmes phares de la chaîne, hein, c'est ça? Bah, en gros, maintenant, je t'ai dit, les premières années, c'était la Ligue 2, le programme phare de la chaîne. Après, il y a eu la période NBA où c'est vrai que ma chaîne sport diffusait, je crois, 3 ou 4 matchs de NBA par jour, et ça va être le cas encore bientôt. Maintenant, c'est vrai que c'est le foot portugais qui est un petit peu le fer de lance. Ça peut paraître bizarre, mais il y a quand même une grosse communauté portugaise en France, et c'est vrai que c'est toujours un des trucs qui cartonne le plus sur la chaîne. Et le catch qui a réussi à trouver sa place. Alors, on n'a pas des chiffres à donner exacts, mais on a juste des courbes, si tu veux. Et c'est vrai qu'ils sont toujours très, très contents, que ce soit la TNA sont contents. Et puis aussi, ce qui est le plus important, c'est que ma chaîne sport soit content et continue l'aventure. Ça fait déjà quoi, 2 ans et demi, plus de 2 ans. Ouais. Et ça continue encore, donc pourvu que ça dure. Tiens, j'ai une dernière question, après on pourra passer à Bound for Glory. Est-ce que ça vous trottine par la tête de commenter un pay-per-view TNA en live? Vous êtes dans votre studio, vous avez l'écran et c'est diffusé en direct. Alors, on commente les pay-per-view en live, hein, une fois par mois à dimanche. Non, mais que ce soit diffusé même en live. Que ce soit juste diffusé oui. Non, je pensais que tu avec voulais dire l'effet de diffusion. Oui. Enfin, moi, je t'avoue que le rêve principal, c'est de le commenter sur place. Exactement. À la limite, qu'il soit diffusé en live, c'est vrai que ça pourrait être sympa, mais bon, comme il y a toujours ce décalage par rapport aux diffusions hebdomadaires. Oui, après tu refais une rediff. Non, je suis d'accord, mais enfin, tu sais que c'est des histoires à mon avis, c'est des histoires de droit. Je pense que ça, c'est plutôt des histoires contractuelles entre la TNA et la diffusion européenne. Donc ça, malheureusement, c'est pas des choses que nous, on contrôle, mais c'est vrai que ça pourrait être plus sympa pour les téléspectateurs. Et j'espère qu'il y en aurait quelques-uns qui resteraient jusqu'à 5 heures du matin. Ouais. Mais voilà. Mais c'est vrai que nous, personnellement, pour moi et Célian, sur un plan personnel, c'est quand même une expérience extraordinaire d'être les premiers, en fait, en France, à pouvoir commenter en direct des pay-per-view de catch. C'est quelque chose d'incroyable de pouvoir vivre au même rythme que les gens qui regardent ça aux États-Unis, un pay-per-view, et d'avoir nous aussi des surprises au moment où on commente, parce que voilà, il y a une spontanéité, il y a une véracité dans nos réactions qui est unique parce qu'on commente en direct. Et parfois, ça peut être un peu casse-gueule, parce que comme je t'ai dit, comme Grégory le dit, on commente tout en direct, donc on traduit tout en direct. Et certains interviews ou certains scénarios sont parfois difficiles à décrypter en direct quand tu n'as pas Mike Tenay ou Taz pour te tenir par la main et t'expliquer tout ça, quoi. Donc c'est du sans filet, quoi. Voilà, écoutez, merci. C'est limite si on peut vous applaudir parce que vous avez fait quand même une prestation vraiment extraordinaire durant l'interview, quasiment pas de blanc. On vous remercie déjà d'avoir accepté l'invitation. Tu rigoles, ça nous fait plaisir. C'était avec grand plaisir. Merci à vous. C'est pas fini. C'est pas fini. Sincère, de politesse profonde. Hein. C'était pas genre merci, allez, on arrête. Exactement. Allez, bon, on va passer un petit jingle avec le theme song de Bound for Glory. Je n'ai pas le nom en tête. Et c'est parti, on va pouvoir parler de TNA, messieurs. Allez, c'est parti. I'm gonna hit you.
right where it hurts. I'm gonna give you everything that you deserve. If you need attention, something to say, let's hear your confession. I am just too hard to break. Bring it, bring it. I'm still right here undefeated. Say whatever you want, really don't mean anything. Bring it, bring it. If there's no fear, let me see it. There is nothing you got that will ever get to me. Ça y est, messieurs, on va pouvoir s'attaquer donc à Bound for Glory. Donc le premier match sur lequel nous allons s'attaquer, on va s'attaquer sur les knockouts. Hein. On va pas faire non plus une demi-heure sur les knockouts. Et donc ça sera pour le match pour le titre entre Miss Tessmaker et Tara. Je sais pas si on dit Tessmaker ou Tessmaker. 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 D'accord. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc messieurs, donc un avis sur le build-up du match, puis un pronostic après. Bah, le build-up, c'est très simple. Hein. Ils font un scénar entre Tara et Tessmaker qui étaient en équipe auparavant. Tara, c'est la vétérane qui a tout appris à Tessmaker. Et en gros, voilà, c'est l'élève à dépasser la professeure. Et la professeure n'est pas contente, donc elle s'est retournée contre l'élève. Donc elles sont devenues, c'était les meilleures amies, maintenant c'est les pires ennemis. Et à mon avis, mon pronostic à moi, c'est que Tara prend la ceinture et ensuite va feuder avec Gail Kim. Exactement. Comme on parlait tout à l'heure d'un roulement qu'il y a fréquemment à la TNA dans les différentes catégories, et c'est surtout vrai chez les femmes. Donc Miss Tessmaker, elle a eu un règne de quelques mois, et je pense aussi que Tara va remporter la ceinture à Bound for Glory. Elle avait pas perdu le titre il y a pas longtemps, Tessmaker, puis elle avait Elle l'a récupéré Ouais, le show d'après. Ouais. Son Reign, ouais. Et voilà, elle a récupéré le show d'après. Et donc voilà, bon, elle a quand même progressé dans le ring. Miss Tessmaker, elle catch mieux qu'il y a plusieurs mois. Mais c'est vrai que bon, moi, personnellement, par rapport à ses qualités dans le ring et à son personnage, je préférais voir Tara avec la ceinture. C'est quand même plus solide. Même si je critique pas trop Miss Tessmaker qui fait ce qu'elle peut pour faire des progrès. D'accord. Sébastien. Ce qui est dommage dans cette affiche, c'est que moi, ça me fait pas rêver quand même. Hein. Dans le roster, tu as Gail Kim, tu as Mickie James encore, par exemple. C'est des noms reconnus dans le monde du catch. Mais là, tu vois Tessmaker contre Tara, ça fait un petit peu. Alors, Tara, elle est aussi quand même, elle est vraiment connue, même plus connue, je pense, que Gail Kim, dans l'esprit du public américain, tout simplement parce qu'elle a été plus longtemps à la WWE. Donc, effectivement, Tara, ça, c'est une bonne chose. Après, le fait de mettre Miss Tessmaker, justement, je pense que ça fait partie un peu d'une stratégie de la TNA, de mixer des figures reconnues avec des catcheurs plus jeunes. Tu vois, c'est un peu comme le main event de Bound for Glory, où tu mets Jeff Hardy, qui est de loin la figure la plus connue à la TNA, avec Austin Harris, qui est surtout connu des fans des anciens de la Ring of Honor ou de la TNA. Donc, je pense que c'est volontaire de la part de la TNA de faire une affiche mixte, star ancienne et star nouvelle. Ouais, et puis en plus, le roster, je t'avoue, féminin de la TNA, il est quand même assez limité. Quoi. Elles sont quoi? Elles sont 6-7, pas plus. C'est ça. Et donc, c'est le fameux roulement dont on parlait. Il y a eu la période Madison Rain pendant tout l'été. Après, il y a eu la période, évidemment, Miss Tessmaker qui a pris le relais. Donc, c'est chacun son tour. Quoi. Sarita manque quand même. Hein. Je sais pas si un retour à la Comment Sarita et un retour à la TNA, à mon avis, ça me semble. Sarita et Rosita, ce serait bien qu'on les voit. C'est vrai qu'elles ont un peu disparu de la surface terrestre depuis maintenant plusieurs mois. Oui. Elles étaient parties lors d'un show avec une star de la télévision américaine en laissant en plan Hernandez à ce moment-là, mais on les a pas revues depuis, donc je crois que ça fait 3 mois. Ça fait partie des mystères de la TNA. T'as des personnes comme ça, on les voit tout le temps pendant 3 mois, ensuite tu les vois plus tout pendant 3 mois, puis t'as ces personnes qui reviennent ensuite de nouveau pendant 3 mois et puis qui disparaissent à nouveau. Voilà. Et Brousty. Ben, moi, je me demande, bon, mais je suis d'accord que Tara va être championne à mon avis, mais je me demande s'il va pas y avoir un double truc comme Sam Kyung et Wodibi sont encore champions knockout par Olivier équipe. de Benoît. Ouais. Mais je me demande si Tara va pas faire apparaître son petit copain là, je sais pas trop là cette histoire. Ah oui. Alors ça c'est vrai que c'est une faire possibilité. D'un autre côté, il faut garder en tête qu'à Bound for Glory, il y a déjà un gros scénar où il va y avoir plein de surprises, c'est le scénar avec 2 As de 8. Donc du coup, moi je ne suis pas convaincu de ça, je pense plutôt qu'ils vont concentrer tout ce qui est scénar, intervention, nouveaux persos pour le match 2 As de 8 contre Sting et Bully Ray, et que les autres matchs que tu vas avoir dans la soirée, ça va être des matchs à la régulière dans le ring. Donc à mon avis, ils vont essayer de limiter les surprises et de les concentrer en tout cas pour Bound for Glory sur le match 2 As de 8 et Sting contre Bully Ray. Pardon, 2 As de 8 contre Sting et Bully Ray. Ouais, non, mais c'est vrai que. Alors, mais je sais pas, peut-être que ce sera Ça peut, envisagé ça après. peut être un pronostic intéressant d'ailleurs de savoir qui va être le petit ami de Tara. C'est qui cette star hollywoodienne? Moi, j'en sais rien.
David Otunga. Oh, ben Robbie. Ah, Robbie. Seigneur Alors, sera bah, content. Eric Charles Young, Munger. évidemment. Eric Young. Voilà. Ah ouais, J'ai- tu fais très attention. Pourquoi ça devrait être un mec? Ah, C'est pas mal. c'est une bonne question. Mais c'est vrai que le Bon, scénar, d'accord, sur- une femme amoureuse d'une autre femme, on l'a Ça a déjà déjà tellement été vu fait. depuis Ah, la merde. ECW à l'époque, qui a été la première à le faire dans les années 90. Euh, Mais là, plus récemment, entre Winter et Angelina Love, c'est vrai qu'il y a eu ça voilà, ça a duré longtemps. un peu trop longtemps. Le plus grand, le plus célèbre couple lesbien, comme dirait Célian. Lesbien raisonnable. Ouais, même si Tara et Tessmaker, elles se roulaient des galoches avant, mais Trop lors de bien. leurs entrées à C'est- l'époque où elles étaient Il les aurait plus fallu, non, mais il TNT. aurait fallu que je regarde Athènes à ce moment-là, moi. Mais Ouais, c'était plus ambigu. C'est pas des galoches, mais c'était- c'était pas des galoches. Des petits c'était bisous, hein, Voilà. d'amitié. Quoi, on va dire. entre bonnes copines. Ah, d'accord. allez, on va passer au pronostic. Mais vous, honneur aux invités. Pronostic. Tara, Tara. Sébastien. Tara. Tara. Sti Tara. et Ça Verpa. va changer un petit peu, Tessmaker. Ah, voilà, quand même, parce que j'allais dire, si, tout le monde, si on était 7 à avoir dit Tara, on aurait l'air malin si jamais c'était Tessmaker qui Eh ben, gagnait. je vais dire Tara. Tessmaker est sur une bonne lancée, donc je pense que c'est son moment. Autant qu'elle en profite. Après, on verra si elle arrive à tenir jusqu'à Bound for Glory, et puis même à suivre après. Mais pour l'instant, ah bah si elle tient pas jusqu'à Bound for Glory, faut le faire exprès parce que là c'est dans 3 faut quand jours. même y aller. On sait jamais, hein. Ah c'est vrai qu'il y a un impact ce soir, il peut se passer. Il n'y a pas de dark match à Ouais. Bound for Glory pour perdre le titre avant le show, non, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose WWE qu'ils ont mis avec l'émission sur Facebook, YouTube, etc. Mais non, à la TNA, il n'y a pas ça. Allez, donc je propose qu'on passe à la suite, messieurs. Ouais. On va passer donc au match entre Al Snow et Joey Ryan. Yeah, ça c'est bien. Et d'ailleurs, si vous écoutez notre émission, vous remarquerez que c'est un des points d'accord entre moi et Célian. Joey Ryan, il était bien meilleur que tous les autres membres du Gut Check. Alors, peut-être pour ceux qui écoutent votre émission, qui ne savent pas trop ce que c'est le Gut Check, c'est une fois par mois Impact Wrestling depuis le printemps. Vous Ah avez oui. un catcheur qui est extérieur à la TNA, qui a la possibilité de catcher dans le ring et de décrocher un contrat si jamais il est jugé suffisamment bon. Et ce qui était assez injuste depuis le début, c'est que tous les mecs qui étaient mauvais ou moyens dans le ring, ils les ont signés sous contrat. Ouais. Et le seul qui était de loin le meilleur, c'était Joey Ryan, et c'est le seul qui avait été refusé. C'était assez ironique, ils ont fait tout un scénar autour de ça, et puis bon, au final, la Joey Ryan a sa chance. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner dans le ring. À mon avis, ça va être pas top comme match en qualité, mais scénaristiquement, c'est un des matchs qui m'intéresse le plus, moi. Moi aussi. Parce que Joey Ryan, c'est vraiment, j'ai eu la chance de le voir à plusieurs reprises en live, et c'est vraiment un catcheur super fun, qui joue bien avec le public, qui est vraiment cool. Et s'il gagne contre Al Snow, il est normalement à la TNA de façon définitive. Et si c'est le cas, c'est vraiment un mec que j'ai envie de voir toutes les semaines, et ça me dérangerait pas qu'il soit là pour de bon. D'accord. Boosty. Bah oui, pareil, parce que c'est vrai que Joey Ryan, moi, je connais aussi du circuit indépendant, il a quand même pas mal de qualité, et puis il a quand même un style assez divertissant aussi. C'est vrai que c'était bien scénarisé depuis un moment cette histoire, parce que parmi tous ceux qui sont passés, clairement c'était le seul qui aurait dû être retenu, parce que les autres, déjà, je pense que les shows, Sam Shaw, voilà, Alex Silva, ils vont avoir du mal quand même à percer à TNA à mon J'avais avis. vu hein. Silva après par la suite. Bah non, il est en fait, tous les retourné à mecs qui ont l'OVW. gagné, ils ont été envoyés à la OVW. C'était le cas aussi de Taylor Hendricks, la meuf qui a remporté. Ouais, championne, là-bas, le champion par équipe, ouais. Voilà, donc bon, c'est un petit peu la destination finale pour tous les mecs qui gagnent les gut checks, c'est la OVW Ah, il y maintenant. avait le gars aussi de 18 ans là avec un nom incompréhensible, hein, un nom. Evan Markopoulos, Ah, mais lui, il n'a pas été pris. Markopoulos, pour la première fois, c'est bien. Il m'avait fait bonne impression, lui. Bah ouais, Il était pas mal. Il était bien, ouais. Il sera très bon dans quelques années, lui, il sera super. On en parlera dans 2 ans, ouais. Sébastien. Moi, je suis pas très emballé, contrairement à vous, par ce match, parce que c'est quand même Al Snow qu'on n'a plus vu dans le ring depuis des années maintenant, et Joey Ryan qu'on a vu une fois catcher dans le ring. Donc, je suis pas certain que cette affiche ait forcément sa place dans le plus gros show de l'année. Non, ce que je te dis, c'est que, à mon avis, qualitativement, je suis d'accord avec toi, ça va être moyen. Le match Et- ne sera pas très long. Ils vont faire un match assez court, à mon avis. Ouais. Joey Ryan Al Snow, ça Ouais, durera ça pas. dure 5 minutes. Alors, pour les spécialistes, Al Snow, on l'a vu catcher récemment, mais pas à la TNA, on l'a vu catcher au show au revival de la ECW qui avait été organisé par Shane Douglas, là, juste avant l'été. Et c'était absolument abominable.
Il était gros, le match était pourri, c'était un des pires matchs de la soirée. Le show aussi Et était j'ai- particulièrement mauvais. Le show Comment en lui-même était particulièrement mauvais, même Ouais. sur toute la longueur. C'est vrai. Mais lui en particulier. Et donc j'espère qu'il a repris un petit peu la forme pendant l'été et qu'il va nous offrir un spectacle un peu correct à Bound for Glory. Alors, un pronostic sur le combat des moustachus. Les deux invités, tiens, Di Severini, Joey Ryan. Joey Ryan aussi. Verpa, Joey Ryan aussi. Brousti, Joey Ryan grâce à une aide de Bruce Pritchard. Sébastien. Voilà. Il y en a qui cherchent à prolonger Voilà. le scénar, c'est bien. J'aime les... Ah bah ouais. Victoire obligatoire Osé. de Joey Ryan. Bah, je dirais Al Snow, parce qu'il faut dire Al Snow. Oh non. Alors, on va passer donc au match suivant, le match pour le titre par équipe. Alors, c'est un triple threat match. Alors, les champions Kazarian et Daniels vont affronter AJ Styles et Kurt Angle et Guerrero et Hernandez. Alors, messieurs, là, par contre, c'est un des matchs qui a été annoncé le plus tôt. Et Ah. on va donner la parole. Je sais plus qui c'est qui allait parler. Je crois que c'est Célian, je crois, mais je suis pas sûr. Peu importe, mais c'est vrai que ce combat, c'est celui qui a été annoncé en premier, c'est peut-être celui qui nous fait le plus bander, quoi. Qualitativement, je pense que tout à l'heure, tu as parlé de Joey Ryan, Al Snow, je pense que ça va pas être top dans le ring. Là, ce match avec les Six Catchers, ça va être, à mon avis, du 5 étoiles. Donc là, c'est vraiment, s'il y a match qu'il faut pas rater, c'est bien celui-là. Ouais, et c'est là que tu vois que la carte de Bound for Glory, elle est vraiment divisée en deux. Tu as les matchs qui vont durer pas plus d'une dizaine de minutes, Joey Ryan, Al Snow, Tarat et Smacker. Et tu as les matchs qui vont être longs, qui vont durer 20 minutes au plus. Et je pense que le combat de championnat par équipe fera partie de ces matchs super. Et en plus, ce qui est génial dans ce match, c'est qu'il peut vraiment tout se passer. C'est très très difficile de pronostiquer ce qu'ils vont faire avec la ceinture. Ils peuvent très bien continuer avec Kaz et Deniez, l'affiler aux Mexicains ou au contraire la redonner à Styles et Angle. Mais je pense que si vous avez eu la chance de regarder les pay-per-view cette année de la TNA, ça a toujours été, je crois qu'ils ont fait du Christopher Daniels, Kazarian contre AJ Styles et Kurt Angle à plusieurs reprises. Et ça a toujours été les meilleurs matchs. Ils l'ont fait à Slammiversary, je crois. Et je sais plus quel était l'autre pay-per-view, mais c'était No Surrender. No Surrender. No Surrender, c'était absolument incroyable. Donc là, ils ont rajouté un Chavo Guerrero qui est en plus qui a un petit peu une renaissance depuis qu'il est à TNA. Un Hernandez qui peut apporter un petit truc en plus, même si c'est peut-être le moins bon dans le ring. Et c'est impossible que ce match-là soit pas bon. Sauf si les mecs se cassent la jambe en arrivant en ring, mais sinon ça va être le meilleur match de la soirée, c'est sûr. D'accord. C'est Sébastien. vrai qu'il- Ouais, Brousti, vas-y. T'as commencé C'est à vrai parler. qu'il y a quand même une constante. C'est vrai que sur les différents matchs en pay-per-view en 2012, les matchs par équipe ont rarement déçu. Même à l'époque où il y avait Samoa Joe et Magnus qui étaient champions, c'était pas mal aussi. Donc, il y a une Attention, en relance. face, il y avait Matt Morgan et Crimson. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais bon, au moins l'équipe Samoa Joe Magnus a redonné du tonus, on va dire. Voilà. C'était. Ça arrive. Ça sauvait l'affaire, on va dire. En plus, la rime, c'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des matchs attendus. Hein, bon, après, le fait qu'il y ait 3 équipes, c'est un peu un fourre-tout légèrement facile, très prévisible, mais qui donne pas mal d'incertitudes. J'avoue que le vainqueur, je le visualise pas très bien. Ouais, Là, non, mais tu dis que c'est un fourre-tout, mais il faut bien que tout le monde ait sa place. C'est Bound for Glory, donc c'est normal que toutes les stars, il faut qu'elles soient mises en avant et qu'elles aient un match. Moi, mon pronostic, je vais dire que Daniel et Kazarian conservent leur titre, mais comme Grégory disait, comme Diz disait, ça peut aller dans tous les sens. Ouais. Mais moi, je dis Daniel et Kazarian. Et moi, je vais pronostiquer Chavo et Hernandez. Moi, je vais pronostiquer pareil, Chavo et Hernandez. Sébastien. Moi, je miserais aussi sur Chavo et Hernandez, mais je suis quand même un petit peu surpris de voir que Angle et AJ Styles sont encore dans la division par équipe à ce moment-là de leur carrière. Pour moi, ça aurait dû être un court passage. Avant de donner la parole à Brousti, il faut que AJ Styles récupère un titre et vite, quoi. Ça devient plus possible, ça doit faire bientôt 2-3 ans qu'il n'a pas touché au titre de champion du monde poids lourd et ça fait vraiment une en éternité 2011, pour il AJ l'était Styles. quand même. Ouais, mais attends, il a été champion télé, s'il te plaît. Il était par équipe aussi. Ouais, il a non, pas mais il a longtemps. pas. Non, mais je te parle d'un vrai titre solo, moi, un titre de champion du monde, sa vraie place, le main event. Justement, donc ça impliquerait que là, il gagnerait pas, quoi. Voilà. Bah oui, justement. Avec Kurt Angle donc, aussi, qui a quand même une individualité. Donc, moi, je ne mets Mm. pas gagnant ces deux-là. Donc, à choisir, je mettrai Daniel et Kazarian. D'accord. Allez, donc on va pouvoir passer au match suivant. C'est le match donc justement pour le titre télé entre Samoa Joe et Magnus. Alors, Là, c'est peut-être pas la peine.
c'est peut-être pas la peine qu'on en parle des heures celui-là parce qu'il a été juste signé la semaine dernière. Je crois que là, c'est vraiment un combat fourre-tout entre Joe et Magnus qui faisaient équipe au début de l'année, mais il n'y a pas vraiment de la feud. Elle a un peu traîné, elle a commencé, puis elle a été avortée. Je sais pas si ça vaut la peine qu'on en débatte pendant des heures. Moi, je pense que ce sera Non, peut-être le match d'ouverture de Bound for Glory d'ailleurs. Et J'avais pensé à Al Snow contre Joey Ryan moi, comme opener. Non, je pense pas. Non. Moi, je pense vraiment, on verra, hein, tu as peut-être raison, mais moi, je vois Joe et Magnus en ouverture, un match de 10 minutes où Joe gagne assez facilement. Ouais. À mon avis, ça va être ça pour lancer le show avec Samoa Joe et tout de suite qu'il y a un haut niveau de catch. Moi, je vois Joe vainqueur aussi. Sans Ouais, Joe problème. vainqueur aussi. Oh, je sais pas, moi je vois l'X Division plutôt en opener, hein, mais Ouais, mais il n'y a pas de Ouais, c'est division. vrai qu'il n'y a pas de match encore. Ils bah, ont je, rien me demande annoncé si on encore. peut rajouter, je me demande si on peut rajouter quand Ça même. sera rajouté ce soir, à mon avis. Zima Ion Ouais. contre Douglas Williams contre Non, Sanjay Dutt. Douglas Williams, Ah, il lui a mais cassé ils le vont bras. rajouter Zimayon contre Gareth Bischoff. Oula, Contre c'est vrai qu'on a échappé à Gareth Bischoff. Kenny King, j'espère. Ah, c'est vrai, lui est toujours à TNA au bordel. C'est vrai que la gestion du roster à chaque fois, moi, il me trouble. Alors. Ouais, Kenny King, il a disparu, c'est bien ce qu'on disait. C'est les mecs qui disparaissent. Mais oui, il a fait un match de pay-per-view et puis après, c'est vrai que Si, disparu. on l'a vu à Impact aussi. Il a fait un match retour contre à Impact, mais Ah ouais, tellement rapide que je n'ai pas Ouais. fait gaffe moi. Donc non, mais c'est vrai que ouais, Samoa Joe facile, champion télé, ça c'est évident. Ouais. Oui, Non, c'est sûr. Joe devrait conserver son titre. C'est vrai que Joe conservera son titre assez logiquement, à mon C'est avis. une bonne hein, manière de mais sans lancer le doute qu'il y a show, en une tout vente cas, de avec titres, une star Ouais. établie. Comme Oui. ça, on a un petit match. En plus, pour un titre mineur, comme ça, il y a un combat pour quelque chose. Puis Samoa Joe, il est quand même pas mal aimé du public de l'Impact Zone et même des fans qui sont sur Internet. Donc, c'est une valeur qui plaît à peu près à tout le monde. Un petit match court, c'est idéal pour le début. Belle affiche de milieu de carte. Ouais, par contre, en Oui, parlant bon, de on verra stars bien. justement, les deux mecs que Joe il a battus là pour la ceinture, c'est-à-dire Mr. Anderson et Rob Van Dam, n'ont pas de match quand même. Ça, Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas de match, mais je pense que vous avez tous vu le scénario C'est au pas dernier non Impact, plus une c'est-à-dire que grosse Mr. perte, hein, parce Anderson, que il avait été sélectionné par Hogan pour être le coéquipier de Sting à Bound for Glory. Et finalement, on a vu que Anderson s'est fait défoncer par les gars de 2 As de 8. Donc Anderson, à mon avis, on ne le verra pas à Bound for Glory. Et Rob Van Dam, il n'y sera pas non plus, je pense. Sincèrement. ouais, mais c'est pas vraiment une grosse perte vu la qualité de ring de Rob Van Non, Dam depuis qu'il non, est à non, TNA, oh, c'est pas non plus oh, exceptionnel. un peu dur quand même. Hein. Non, mais c'est pas faux. C'est vrai que Rob Van Dam, il met pas la gomme dans ses matchs. Il est assez tranquille alors qu'il pourrait en faire plus. Hein. je crois que Rob Van Dam, il est en pré-retraite un peu. Hein. Ouais, Le ou mec, en vacances prolongées. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. Il fait des matchs parce qu'il a envie de continuer et toucher son pactole mais je sais même pas s'il en a encore quelque chose à faire des fans quoi. Si, quand même, il tient d'ailleurs une Oui, chronique non, encore mais dans pas autant dans un qu'avant, Planet quoi. Catch pour le public français. Mais Rob Van Dam, oui, il est clairement sur la pente descendante. Mais petit à petit, il se fait des petits combats en indie aussi. Il commence à décliner un petit peu. Mais bon, pour l'instant, le voir encore, ça permet de faire plaisir à quelques fans. Kurt Angle a beau avoir un petit peu plus de mal, peut-être dans ses déplacements et tout ça, ça reste quand même une valeur assez plaisante à voir. Donc, s'il y avait plus de vétérans dans le ring, ça serait problématique pour la prochaine génération. Et d'ailleurs, si on avait posé une petite question l'année dernière, qui aurait-on vu dans la carte de Bound for Glory, on aurait peut-être dit Crimson. Et d'ailleurs, Crimson, là, il est complètement. Gibson, il est plat, ouais. Depuis cet C'est été, vrai. il est complètement absent, alors que l'année dernière, il était presque en haut Ah d'affiche. ouais, Il il était repartait. invaincu à ce Il n'est moment-là. pas Hein. champion WWE, enfin il n'est pas à la WWE. C'est ça, oui, Si, que j'allais il est en dire. ce moment là, au oui. WWE, il a pris le titre à Johnny Spade. Avec Robbie T, oui, il est. Ouais. Ouais, bah non, bah c'est vrai que non, mais le problème c'est Crimson, moi franchement je l'aime bien parce qu'il a un super physique, il a un bon look, il a une bonne gueule et tout. Mais c'est vrai que Le dans le ring Ryback c'était de pas la ça. TNA. Quoi. Dans le ring c'était pas ça et donc ils ont essayé de faire une sorte de mini scénar à la Goldberg avec lui, C'est ça. mais ça a pas marché et donc là ils s'en sont aperçus trop tard. Et depuis qu'il a perdu contre James Storm, en fait il a plus ou moins disparu lui aussi de la surface. Et bon bah j'espère qu'il reviendra meilleur qu'avant. Là, on a encore plus ou moins un test bah, avec ça Ryback, sera pas avec trop une série difficile. d'invincibilité. On sait pas comment ça va se Ouais, finir. mais ça marche beaucoup Ouais. mieux. D'ailleurs, vous avez Ah, pro cette Ryback. semaine, t'as vu que le public il Et on- commence à réagir. Quoi. C'est limite une star. C'est limite devenu la star numéro 1 au niveau des réactions qui a limite plus de plus de réactions positives que ce qu'avait CM Punk à une certaine époque. Eh ben tant mieux, parce que moi je suis un fan du Silverback depuis Tough Enough. Je sais que Grégory est un grand fan aussi de Skip Ouais, Sheffield. Skip Pareil. Sheffield. Le skip Sheffield de la Nexus était juste extraordinaire. Il se Avec serait pas Regal, blessé. avec Regal qui était son mentor et Pépé pour les deux. C'était à hurler de rire. Avec Regal, c'était. De toute façon, je vais dire, NXT, la première saison,
C'est la C'était meilleure. la meilleure émission qu'il y a eu à la WWE ces 10 dernières années. La première saison de NXT avec Brian et Jericho, avec Regal et Skip Sheffield, etc. C'était extraordinaire. Alors, Restons sur Bound. Restons oui, sur voilà. On parlera WWE une fois si vous voulez venir dans le podcast WWE. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Allez, c'est parti. Donc, on va donc passer au prochain match. Le second match tag team de la soirée, hein, donc entre les deux As de 8 et Sting et Bully Ray. Là, à mon avis, c'est le match donc, qui déterminera qui sera le chef de clan, qui fera partie du gang, à mon avis aussi, parce qu'à mon avis, des masques vont tomber. Absolument, ouais. Ouais, il y a des masques qui vont tomber et ils ont prolongé, on voit qu'ils ont prolongé le scénario pour que ça tienne jusqu'à Bound for Glory, mais on voit que ça a traîné un petit peu en longueur ces 3-4 dernières semaines. Et donc là, évidemment, on va avoir la révélation, peut-être pas de l'ensemble du groupe, de la Non, pas composition d'ensemble, mais des masques. Voilà, mais au moins, on va savoir qui est le leader et peut-être un ou deux gars qui sont avec le leader. Et je pense qu'au fil On a vu les deux semaines vont venir, on aura la composition les- totale du groupe. Moi, je suis même pas sûr qu'on va avoir des gens démasqués. Je pense que évidemment, les deux As de 8 vont gagner le match. Mais moi, je vois un truc plutôt un Bully Ray qui met Sting KO par erreur ou un truc comme ça. Genre qui lui dit j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Et puis Ouais. c'est plutôt à Impact que ça va être révélé que c'est lui le leader. Enfin, C'est vrai, c'est une possibilité parce qu'en fait, aux États-Unis, les Impact marchent beaucoup mieux que les pay-per-view. Donc, ils ont tendance à garder les grosses révélations, les gros scénars pour les Impact plus que pour les pay-per-view. Mais en même temps, Bound for Glory, c'est le show de l'année. Pour qu'il y ait quelque chose de marquant historiquement, ils peuvent quand même nous révéler le patron des deux As de 8. On verra. on verra. Mais évidemment, Sting et Bully Ray vont perdre contre les deux As de 8. Ah oui, non, ça c'est ça c'est couru d'avance. D'autant Bruce, qu'ils ont spoilé quand même, parce que l'affiche du pay-per-view qui suit, vrai, c'est Turning point. c'est quoi? C'est Turning Point, voilà, merci. Ça met quand même les deux As de 8 en affiche. Donc, bon. Pour les mecs qui sont censés disparaître, ça fait. C'est un des désavantages de prévoir à l'avance. Alors, ce qui est quand même mieux à la TNA, c'est qu'au moins ils savent où ils vont, pas comme à la WWE où ils changent de scénar toutes les semaines. Mais c'est vrai que bon, là, ça spoil un peu que le scénar Aces and Eights va continuer encore un mois au minimum. Ouais. Et la question, qui sont les sbires qui accompagnent le clan des Ace, Alors, des moi, Ace je and me Eights, dis, parce qu'il y a beaucoup moi, de rumeurs sur Internet, évident. on lit un peu de tout. hein. Alors, moi je vois. Il y en a deux, comment il c'est quand même s'appelle évident. Moi je vois Luke Lou Gallows dedans. et Briscoe. Luke Gallows revient assez souvent. Moi je vois Lou Gallows et Abyss. Dernièrement, j'avais même lu sur Garwick qu'il y avait Mike Knox. Alors Mike Knox, il était à moitié en dépression. Il avait fait un match l'année dernière, il revenait de nulle part. Et là, comme par Il est hasard, pas il mort. reviendrait. Donc c'est bien au Oh, c'était pas conditionnel. impossible. Et tout récemment, il a lutté là dans la fédération de Tommy Dreamer. Donc, Ouais, la pourquoi House pas. of Hardcore. Oui, mais tu sais que Moi, les j'ai mecs qui sont sous les masques en fait des deux As de 8 depuis le début du scénar, ce sera pas forcément eux qui à la fin vont être démasqués. Ouais. Toutes les semaines, en gros, ils ont pris. Effectivement, il y avait Wes Briscoe, il est toujours. Wes Briscoe, il y est toujours. C'est vrai que Luke Gallows, il y est toujours aussi. Mais les autres, à mon avis, ça va être décidé. Soit c'est déjà décidé, mais c'est pas forcément eux qui ont fait le scénario avant, si tu vois ce que je veux dire. Quoi. Et justement, la révélation des membres de 2 As de 8, ça va être un moyen, à mon avis, de réintroduire un certain nombre de catcheurs qu'on n'a pas vu à la TNA depuis plusieurs mois. Non, mais on pense à Matt Morgan, évidemment. On pense à Abyss, évidemment. On pense à Bully Ray, évidemment. Tu vois, tous ces mecs-là. Et peut-être d'autres qui ont un peu disparu. Hein. Gareth Bischoff, Oui, Ouais, non. bien sûr. Bien sûr. the best wrestler in the world. Ah, mais c'est triste à dire, mais ouais. Ah, d'ailleurs, attends, juste une chose, parce que ça, vous ne l'avez pas vu, comme vous ne regardez pas sur Machine Sport, mais récemment, on a eu un combat bonus sur MCS qui n'avait pas été diffusé aux États-Unis. C'était un combat de explosion, en fait, qu'ils nous ont envoyé entre Christopher Daniels et Gareth Bischoff. Et Grégory et moi, on a dû s'arrêter pendant le commentaire, tellement on était morts de rire, parce que Gareth Bischoff est, comme tu l'as dit, est catastrophique dans le ring. Et il a mis une série de coups de poing en fait à Christopher Daniels qui était tellement mauvaise qu'on a dû s'arrêter pour rigoler quoi. Et on a dû reprendre après. Je vais vous dire ce que j'ai fait moi l'année dernière parce qu'on d'habitude chaque oui, début d'année on fait des awards. Alors, On fait des awards et il y avait le rookie de l'année. J'ai dit que c'était Gareth Bischoff. Ouais, parce qu'il s'appelle Bischoff, il est trop fort. D'accord. Voilà. Il s'appelle Bischoff, alors il C'est doit l'amour, être c'est l'amour du catch qui parle. Voilà, exactement. Allez, donc un pronostic, donc messieurs, donc Sébastien sur le match de deux As de Victoire 8. de Sting et Bully Ray qui sera bien sûr révélé comme le leader au vu de l'exposition dont il a fait l'objet à Impact. Il a battu Austin Harris, il a battu Jeff Hardy, donc c'est sûr pour moi qu'il sera le leader. Et il a battu les deux en même temps. Ouais, c'est pas faux. Ah, toi, tu vois Sting et Bully Ray s'imposer.
Non, Ace is an Ace. Ah oui, t'as Ah dit bah oui, Sting et t'as dit Bulgaria. Sting et Bully Ray, oui. Au contraire, personne ne voit Sting et Bully Ray gagner, a priori. Oui. Ça serait une Mais énorme surprise. l'intérêt principal de ce scénar, c'est justement, comme tu le disais à l'instant, de mettre Bully Ray en avant, parce que c'est un catcheur qui, de mon point de vue, mérite d'avoir un règne de champion du monde poids lourd. Et j'espère que dans un futur proche, peut-être en Il le tant saura. que leader de 2 As de 8, il pourra récupérer le titre mondial, Bully Ray, parce qu'il le mérite vraiment pour l'ensemble de son année 2012. On est d'accord, c'est vrai. Même, Euh, même 2011, là, depuis qu'il est tout seul, c'est Oui, vrai oui, que. mais depuis qu'il est tout seul. Ouais. Puis la fin de son association avec Divon, c'est plutôt pas mal, Bully Ray. Boosty pronostic, donc les As de 8. Aces and Eights. Voilà, ah, je l'ai enfin dit. 10 Severini, Bah évidemment, 2 Hey, As de Susan 8. Knight. Verpa, donc pareil, SC Knight, et moi je vais dire pareil, hein, parce qu'il n'y a Ah. pas vraiment de suspense dans ce match. Donc passons donc au match suivant, on va passer au Street Fight match entre Bobby Roode et James Storm. Cette sera arbitré par King Mo, messieurs. Alors, Special Enforcer. pourquoi? Non mais pourquoi Pourquoi avoir... Alors, Pourquoi déjà, messieurs, pourquoi King Mo? alors, Pourquoi King Mo, bah, c'est tout simplement parce que enfin, Bellator, Non. et ça, c'est on connaît Spike bien mieux TV. que moi. Et Vous voilà, avez déjà Spike vu la TV, photo Bellator, de... la TNA. Donc, du coup, on a tout regroupé autour de King Mo. Et c'est un moyen de faire la promotion du Bellator en même temps. Non, mais vous avez vu la photo de l'affiche quand ils annoncent le match? King Mo, c'est Divon sur la photo. C'est Ouais, le sosie de Divon. ouais, bah, d'accord. Ils ont peut-être pris Divon, il lui emmène une couronne. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais écoute, moi King Mo, je le connais depuis longtemps parce que j'avais commenté même sur Eurosport 2 à l'époque, un truc Oula. qui s'appelle le Real Pro Wrestling. C'était une émission de lutte en fait. Et c'était une des stars de cette émission. Donc moi, c'est marrant de le voir maintenant, quelques années après, dans une émission de catch que je commente. Il y a un côté un peu fun. Et puis évidemment, j'avais suivi sa carrière au Strike Force et ça me semble assez logique. Maintenant, c'est vrai que je trouve que peut-être que c'est un peu trop rapide. Le public américain ne le connaît pas encore assez bien. Et ils essaient de nous le vendre un peu comme le Messi, quoi, la superstar internationale, alors que c'est pas encore le cas, quoi. Et puis, tu le vois dans le scénar qu'ils font, ça rappelle un peu la façon dont la WWE avait introduit Ken Shamrock à l'époque en 97, quand il était ce justicier spécial enforcer dans le match entre Austin et Bret Hart à Mania 13. Bah, ils essayent un peu de faire le même genre de scénar, c'est-à-dire que c'est toujours pareil quand tu as un combattant qui vient de l'extérieur, qui vient du MMA. Ils essayent de l'introduire de cette façon-là, comme ils sont en train de le faire avec King Mo. Voilà. Si l'intérêt c'est que pour un très grand pay-per-view, d'avoir une personne extérieure qui fasse spécial guest enforcer, c'est un petit peu ce qu'on voit notamment à la WWE avec les apparitions de Menounos, on ressort les légendes à WrestleMania, ça permet de donner à Bound for Glory un petit aspect spécial parce que King Mo on l'aurait peut-être pas vu si c'était No Surrender ou si c'était allez peut-être pas Lockdown parce que ça reste quand même un pay-per-view secondaire mais assez important, mais si c'était par exemple Turning Point on aurait peut-être pas vu King Mo. Donc faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est vraiment pour marquer le coup, donc ça permet de renforcer aussi le prestige de Bound for Glory. Ouais, mais de toute façon, Bound for Glory, c'est un peu le WrestleMania de la TNA, donc c'est clair que, souviens-toi, à l'époque, il y avait toujours des stars, même si c'était des stars de second couteau, mais il y avait toujours des célébrités qui venaient à WrestleMania. Même là, tu mentionnes celles des années récemment, que ce soit avec Maria Menounos ou Snooki qui catch, mais moi, je te parle même des années avant, quoi, vraiment au début des années 90, tu avais genre du Donnie Wahlberg ou du Chuck Norris qui était venu à Survivor Ouais. Series. En fait, tu vois, tu avais des acteurs, des trucs comme ça. Bah là, c'est pareil avec King Mo, c'est un truc en plus, c'est une sorte de cerise sur le gâteau, quoi. Mais tu vois, en tout cas, pour en revenir au match en lui-même entre Bobby Roode et James Storm, il faut quand même féliciter ces deux gars-là parce que ça fait 1 an que ça dure leur rivalité dans le scénario. Et franchement, dans le catch d'aujourd'hui, avec la multiplication des shows, des émissions, des combats, faire tenir une feud pendant 1 an, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là que tu vois l'immense talent de Bobby Roode et James Storm qui ont réussi à tenir un scénar de 12 mois qui va se terminer avec leur match à Bound for Glory. Et alors, les pronostics, maintenant, ça va être un peu difficile. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Allez, c'est vous qui démarrez. Et justement, pour mon prono, moi, tu viens de dire que tu penses que la feud va s'arrêter à Bound for Glory, mais moi, j'ai l'impression que ça va continuer parce que j'imagine que King Mo va se retourner sur James Storm et faire gagner Bobby Roode. Moi, je ressens comme ça. Idem, pareil. Moi, je dirais le même résultat, ouais. Alors, si c'est le cas, si c'est le cas, franchement, James Ce Storm, serait tuer la vraiment le rivalité. loser de tous les temps. Parce que le mec aura été battu, il n'aura pas eu sa chance au titre mondial, il aura été battu par Bobby Roode par le passé. Enfin, je pense pas. Enfin, franchement, Cowboy James Storm, s'il perd encore une fois,
pour moi, ça reste une merde. Quoi. Donc, il a intérêt à gagner. Quoi. Je comprends ce que vous venez de dire par rapport à King Mo qui pourrait se retourner contre James Storm. Effectivement, quand on regarde le dernier Impact où il a poussé Bobby Roode et où il a trinqué à la bière dans le ring avec James Storm, ça paraît un peu trop évident. On se dit il va se retourner contre lui. Maintenant, effectivement, ça n'aurait aucun Ils veulent nous sens. faire une Mike Tyson en fait à l'époque. Ouais, mais ça n'aurait aucun sens scénaristiquement de faire perdre James Storm. Pour conclure la feud, c'est le face qui doit gagner. Storm, il avait perdu contre Roode à Lockdown. Maintenant, c'est à lui de gagner. Donc vraiment, je pense que heureusement, les scénaristes de la TNA en ce moment ont plutôt tendance à être cohérents. Donc vraiment, je pense que James Storm va remporter ce match. Ouais, surtout que si tu vois la carte complète de Bound for Glory, pour l'instant, on est quand même très très pro face. Très pro heel, pardon. Donc il faudrait quand même qu'il y ait une face ou deux qui gagne. Et je pense que James Storm remporte le combat, moi aussi. Ouais. Mon pari, c'est James Storm. Pareil, James Storm. James Storm, pardon. 10. Donc James Storm aussi pour Grégory 10. James Storm, James Storm, bien sûr. Bruce James Storm aussi, je pense. Non, j'avais dit Bobby Roode, comme Sébastien. Bobby Roode. D'accord, Sébastien Bobby Roode. Et ben moi je dirais le barbu de service, James Storm également, parce que ouais, il mérite un peu de reconnaissance, le bonhomme. Bon messieurs, on va passer au main event de la soirée. Le match pour le TNA World Heavyweight Championship. Et c'est là qu'on va enfin pouvoir avoir un vrai débat. Austin Harris, le champion du monde poids lourd, contre Jeff Hardy. Alors, au niveau du build-up, messieurs, de ce combat, quelque chose. Sébastien. Vas-y, Seigneur. Ouais, d'accord. C'est Grégory. Mais en fait, juste par rapport à ce que tu disais sur la construction de ce match, alors ça n'a pas été exceptionnel parce que justement, ce qui était prévu, je pense, il y a encore 3 mois par la TNA, c'était de faire un main event entre James Storm et Bobby Roode avec la ceinture en jeu. Et ils ont complètement changé les plans avant Destination X pour justement que ça crée un peu de la surprise et que ça crée du suspense dans la Bound for Glory Series. Donc du coup, ils ont filé la ceinture à Austin Harris, qui était une très bonne chose. Franchement, c'est super de voir Austin Harris champion de la TNA. Et bon, voilà, tu as le nouveau, tu as Jeff Hardy qui est le mec le plus populaire. Après, au niveau de la construction en elle-même, tu vois que Austin Harris, il joue un peu plus ou moins le personnage du heel en ce moment, en étant le mec jaloux de Jeff Hardy pour la nécessité du scénario. Bruce T. Ouais, non, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que ils ont fait, moi je trouve que c'est un parallèle entre guillemets entre c'est pas exactement pareil, mais bon, disons que on est CM Punk pour affronter John Cena. Oui, Gus, d'accord. Ouais, non, mais ça fait un petit blanc, t'avais perdu pendant 30. Non, il y a une petite coupure à l'enregistrement, j'ai entendu. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais reprendre alors. Je disais. À mon avis, il y a un petit parallèle avec la WWE dans le sens où ils ont fait tourner CM Punk pour affronter John Cena, quoi. En gros, le face. J'ai l'impression qu'il faut un peu le même mécanisme à TNA avec Austin Harris. Comme Jeff Hardy, ça doit être le super face, autant faire de Austin Harris le mec d'un coup qui s'énerve après avoir été le mec de valeur il y a encore peu de temps. Quand il a pris le titre et puis une partie de son règne, quoi. Voilà, mais la différence ici, c'est que ça va peut-être pas durer dans le temps. C'est-à-dire qu'Austin Harris, il est plus ou moins le heel dans cette feud, mais c'est pas dit après qu'il soit heel. Moi, je pense qu'il va redevenir face dès qu'il aura terminé sa feud avec Jeff Hardy. Je sais pas, je crains quand même parce que moi déjà je vois Jeff Hardy vainqueur. Alors à partir de là, je vois Austin Harris tourner heel. Ça fait un peu peur. Vos pronostics, ça c'est intéressant aussi parce que c'est pas forcément facile. Je sais que Grégory et moi, on a souvent eu on a pensé les deux résultats possibles. Donc aujourd'hui, tu penses quoi, Grégory? Moi, je pense que c'est Austin Harris qui va garder la ceinture. Vraiment. Et justement, c'est l'intérêt de Bound for Glory. On met Jeff Hardy qui est la plus grosse star, mais c'est pour mettre en avant Austin Harris. Et moi, à mon avis, Austin Harris perdra sa ceinture derrière contre Bully Ray. Je pense que c'est ce que la TNA va faire. Grégory parle avec le cœur, en fait. Vous savez que c'est ce qu'il a envie de voir, en fait. Je sais pas c'est ce qui va se passer, mais c'est ce qu'il a envie. Ouais. Non, mais moi, je verrais plutôt Jeff Hardy après, battu par Bully Ray, justement. Ce Jeff Hardy, là, c'est pour lui faire plaisir, lui faire signer son contrat, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. C'est fort possible aussi, ouais, tout à fait. C'est difficile. Moi, je vais dire Jeff Hardy aussi parce que je pense qu'ils veulent finir sur cette note. Mais c'est tout à fait possible que Austin Harris, c'est vrai que, disons que logiquement, il devrait faire gagner Austin Harris parce que justement, Austin Harris, c'est la star de demain. C'est sur lui qu'il faut construire la TNA et pas sur un Jeff Hardy qui, même si c'est le plus populaire,
c'est quand même, il est quand même en fin de carrière, on va dire, quoi. C'est vrai que faut pas que ce soit les anciens qui soient mis en avant, mais c'est plutôt les nouveaux. Les anciens servent à élever les nouveaux. Exactement. Alors moi j'ai passé mon coup de gueule, mon coup de gueule habituel sur Jeff Hardy. Ah, tu l'appelles Jeff Hardy, tiens. Ça, c'est une nouveauté. Oui, au passage. le drogué, allez, si tu veux, j'appellerai le drogué pour pas Il changer. s'est toujours pas remis de ce qui s'est passé à Victory Road. Non, hein. non, mais toujours pas, Ouais. non, mais je m'en remettrai jamais. C'est du foutage de gueule ce qui s'est passé l'année dernière avec Tory Rod. Bon, ça, c'est un éternel débat, c'est pareil. Tu sais que Pour nous, on moi, l'a il commenté mérite- en direct en plus. Hein. Nous, on Oui, savait pas ah, ce qui se putain. passait, on comprenait rien. Donc, t'imagines la panique. Oh Hein. putain, ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est quelque chose qui m'a insupporté le fait qu'il arrive comme ça, quand même complètement shooté, hein. Complètement Donc, shooté, c'est tu le mot. n'es pas très chrétien, toi. Tu oublies, tu n'oublies pas ce qui s'est passé il y a maintenant près de 2 ans et tu lui en voudras jusqu'à la fin des jours. Non, mais là, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. C'est le main event d'un pay-per-view. Il y a des gens qui ont payé pour voir ça. Ouais. Et c'est vraiment du foutage de gueule. Il aurait. Pour moi, la TNA aurait pas dû le faire revenir, enfin, du moins pas Mais- maintenant. Tu sais, tu as raison, mais C'est c'est une ce qu'on star. disait tout à l'heure. En C'est fait, une c'est star. sa popularité. Hein. C'est sa popularité qui fait qu'il est encore là, qui fait toute sa légitimité. La TNA l'a fait revenir. Parce que, Moi, voilà, quoi qu'on en dise, c'est Jeff Hardy qui est de très loin la star la plus populaire. Ouais, pourtant, j'aimais bien Jeff Hardy justement avant cet épisode, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est foutu de la gueule du monde, c'est pas possible. Depuis, je peux plus me le voir en peinture, hein, c'est devenu physique. Est-ce que tu es straight edge comme CM Punk? Non, Au moins, oui. pas du tout. Donc, tout est possible. Alors, tu pourrais peut-être être aussi dans le même état que Jeff Hardy un jour. Alors non, parce que non, Je suis je ne prends d'accord, pas de si, drogue. Si. Je bois juste un petit peu d'alcool, c'est tout. D'accord. Ouais, un petit peu, ouais. Et tu manges de la viande. Oui, je suis pas végétalien. Non, mais donc, ouais, non, c'est vrai que bon, Non, Jeff mais Hardy, c'est vrai que je suis pas forcément non plus un grand fan de ce qu'il était pendant cette période un peu malheureuse. Maintenant, bah, je suis comme Greg. Hein, moi, Jeff Hardy, je suis un fan de la première heure de 98, 99, tout Ouais. ça, enfin la grande époque, tu vois. Ouais, le vrai Jeff Hardy, quoi. Le Ouais, grand le- Jeff Hardy. Ouais, c'est ça. Donc ça, j'oublierai jamais. Ça reste quand même. Maintenant, c'est vrai que nous, on est souvent contactés dans l'émission par des téléspectateurs qui nous écrivent des mails ou qui nous contactent. Alors, ce qui est assez marrant, en fait, c'est que Jeff Hardy, quand j'étais plus jeune, tu sais que j'avais beaucoup de contacts aussi avec des fans, mais à l'époque, c'était avant Internet, donc c'était plutôt par courrier écrit et ce genre de choses. C'était des fans qui m'écrivaient pour me dire que c'était fans de Bret Hart. Et donc, tu vois, je te parle années 90. Et ce qui est assez marrant, c'est que je m'apercevais que tous les fans de Bret Hart, c'était souvent des gars qui avaient une vision du catch assez primaire. Tu vois, c'était vraiment des bourrins, quoi, des bourrins du catch. Et j'ai remarqué que les fans de Jeff Hardy, c'est un peu similaire, quoi. Donc, il doit taper dans l'œil vraiment du Du fan lambda. fan lambda, ouais, du fan lambda. Ça qui va pas chercher plus loin que son côté, son look, et son style. Ouais. Mais voilà, mais c'est tout à fait exact. Mais il faut pas oublier que c'est une partie du public, qu'on le veuille ou non. Donc on est obligé de composer avec cette partie du public qui va s'arrêter simplement au look d'un catcheur. Et effectivement, c'est toute cette génération qui est fan de Jeff Hardy, qui était fan avant de Marilyn Manson, enfin des trucs un peu bizarres, ou du groupe là, Tokyo Hotel. Enfin, c'est le même délire en fait. Hein. C'est pour ça que quand Jeff Hardy, tu l'entends arriver, tu as toutes les filles qui hurlent. Mais voilà, il est populaire, point, faut faire avec. C'est bien dommage d'ailleurs. Bon, après, je lui souhaite d'avoir quand même une vie saine, hein, parce que bon, même si c'est plus tellement le cas, mais euh, c'est pas celui que je veux voir actuellement dans un ring TNA. Enfin, en tout cas, pas maintenant, quoi. Sébastien, je sais pas si t'as donné ton avis sur le combat. Ben, moi, j'imagine aussi que Hardy va gagner le combat, mais en tout cas, une chose est sûre, faut que ce show se termine proprement. Parce qu'en 2010, Ah ouais, le mais- show s'est terminé par l'histoire de Catastrophe. Zay. C'était assez désagréable. C'était quoi déjà Et en 2000? Il s'était passé quoi il y a 2 ans déjà? Les C'était Immortels. l'histoire des... Oui. Ah La oui, formation, oula, la oui. formation des Immortels avec Hogan, Bishop, Jeff Hardy, Jeff Ah Jarrett. oui, oui, je me rappelle. Oui. Oh mon dieu. Nul à chier, nul à Ouais, chier. c'était une horreur. Et l'an dernier, il y avait une fin controversée aussi, puisque Kurt Ah, Angle bien a dommage. fait le Alors que tomber pourtant, avec le match le était pied dans très les bon. cordes, je crois. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que je disais à Célian, les 2 derniers Bound for Glory, c'était mal terminé. Et ça avait annulé la qualité du show avant le main event. Et là, justement, j'espère que, comme tu le dis, cette année, ça va bien se finir. Voilà. Mais le Faut problème vraiment, de faut vraiment la espérer ça. TNA, quand même, un gros problème, c'est qu'ils savent pas finir leur show. Hein. Ça Ils va savent mieux pas finir leur finalement. pay-per-view. Hein. Oui, ils ont franchi un palier en 2012, moi je trouve. Ils ont mieux réussi, quoi. Parce
que je me rappelle, j'avais vu, c'était l'année dernière, c'était quoi le dernier pay-per-view de l'année dernière déjà, avec ce fameux Iron Man match entre AJ Styles et Bobby Roode. Ouais, le dernier match. Mais non, ça Où c'était ça- C'est la résolution. Oui, c'est finale Ah oui, résolution, il me voilà. semble. c'est le Oui, c'était dernier de l'année l'année. dernière, voilà. Je l'avais vu en live et j'étais vraiment mais estomaqué par la fin, quoi. On nous pond un 3-3 avec une fin vraiment pourrie, quoi. Mais alors, excuse-moi, mais pour rebondir sur ce que tu dis, il faut que jamais que vous oubliez qu'aux États-Unis, les gens regardent Impact et qu'il y a peu Ouais. de gens qui regardent les pay-per-views de la TNA. Et en fait, c'est pour ça qu'ils le font. C'est-à-dire que dans l'esprit des gars de la TNA, un pay-per-view, c'est pas comme un pay-per-view à la VVE. À la limite, la VVE va encore garder la plupart des scénars pour les pay-per-view et moins pour les Raw. La TNA, c'est vraiment l'inverse. On garde les scénars pour Impact et les pay-per-view, c'est juste des matchs, sans forcément de grosses évolutions au niveau des scénars. C'est dommage de ne pas récompenser justement les fans fidèles qui payent pour le produit alors. Eh en oui, proposant eh oui. C'est vrai. Ça, on est T'as d'accord. tout à fait raison. Ça, on est d'accord, mais bon, malheureusement, c'est un choix qu'ils ont fait et on peut pas. On C'est n'est pas influent. un choix marketing après. En effet. Donc prono de Verpadoro sur le match. Moi, je verrais bien une petite victoire de Jeff Hardy parce que pour terminer le plus gros show de l'année, un petit changement de titre avec une petite fin qui permet d'embrayer sur autre chose, c'est vraiment. Je pense que Jeff Hardy, avec son attractivité et tout ça, tout que faire perdre Austin Harris lors du plus grand show de l'année, c'est pas forcément mauvais parce qu'il a eu un bon petit run cet été, ça lui permettait de partir de la X Division pour se faire au main event, on peut dire, de la TNA. Alors après, est-ce qu'il va réussir à y rester? Alors ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, Jeff Hardy, une valeur sûre. Pour une fin de grand pay-per-view, je trouve que c'est nickel. Alors moi, ce sera pas un pronostic, mais plutôt un choix du cœur. C'est la victoire d'Austin Harris, quoi. Il faut vraiment que son règne continue, parce que c'est vraiment, ça fait pas si longtemps que ça encore qu'il a pris le titre. Je pense qu'il devrait le perdre après le mois prochain contre Bully Ray, quand ils auront annoncé toute cette finale avec des deux as de 8 et j'ai pas envie de voir Hardy avec la ceinture, c'est surtout pour ça, Je quoi. suis entièrement d'accord avec ton déroulement scénaristique, Gus. Ce serait le bon scénar. Bon, ben messieurs, Ah, juste une petite question, moi, pronostic. Qui serait. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre introduit en plus de Sting au Hall of Fame? Christian. Non, Ah non, non, il sera pas là. non, je crois Non, qu'ils en ont plus, il annoncé sera qu'il y pas aura. là, Ils ont annoncé qu'il y aura qu'une seule personne cette année, hein. Je crois que malheureusement, il n'y aura pas de surprise supplémentaire. D'ailleurs, le Hall of Fame se fera la veille. Ouais, ah oui, oui. Ah, ça fera Ouais, la veille ça, oui. finalement? Oui, il Ça- faut un ça a lieu- week-end. Voilà. Voilà, ça a lieu la veille et à Bound for Glory, ils vont juste diffuser genre les clips de l'intronisation, quoi. Ouais, comme fait la WWE, quoi. C'est ce qu'ils ont annoncé. Maintenant, tout peut changer, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça, hein. Oui, oui, bah, samedi, ils font fan access et puis Ouais, c'est ça. dimanche, voilà. Et il y aura Et c'est aussi dommage un- parce que moi, c'est dommage que Christian ne vienne pas parce que moi j'avais, enfin, les gens avaient été assez critiques sur sa première apparition. Moi, j'avais trouvé ça Non, sympa. c'était très bien, oui, il était très bien, Christian. On l'adore. Oui, oui. On adore Christian, un de nos amis éternels. Et Christian est né le 30 novembre comme moi, donc forcément, respect éternel. Là, moi, la TNA m'offre pour mes 20 ans un pay-per-view. J'espère qu'il sera bon quand même, hein, parce que je compte le faire Écoute, en live. Sincèrement, il sera meilleur que les deux derniers. Ah oui, mais ça sera pas difficile, hein. Voilà, Ce sera meilleur que les derniers pay-per-view WWE aussi. ce sera meilleur que les derniers pay-per-view Oh, ça, WWE aussi, je pense. Ah, ça sera meilleur qu'au SummerSlam, mais je sais pas si ça sera meilleur que Night of Champions, qui avait quand même été exceptionnel. Oui, c'est vrai, Gus, t'avais pas mal marqué dessus. Ah ouais, non, oui, j'ai marqué sur Night of Champions, surtout sur son main event qui était juste extra, quoi. Alors, bon, messieurs, je vais vous poser une question. Oui. La question qui tue. Vous connaissez le jeu de Julien Lepers, question pour un champion? Oui. À 4 la à fin, la non. suite. Oui, c'est ça. À la fin, il demande toujours à ses invités s'ils veulent, à ses gagnants, s'ils veulent revenir pour le prochain numéro. La Ou différence- partir avec les sous aussi. Hein. Ou Ce que partir j'allais avec dire, ouais. l'argent. Eux, ils ont le choix de partir avec de la thune. Nous, on n'a aucun cadeau. Donc, tu Alors, nous demandes si monsieur. on peut revenir un jour, c'est ça? Est-ce que vous voulez revenir, attention, je dis bien attention, pour le débrief du show, qui se déroulera la semaine prochaine? Oh. Ah bah écoute. Faut qu'on essaye de se caler les dates. Moi, si je suis dispo, ouais. Mais ça dépend vraiment de mes autres activités à côté, hein. Comme D'accord. tu l'as vu nous parler catch, nous on pourrait le faire pendant des heures Ouais. et des Ah heures, ouais. il y a aucun souci. C'est juste une question de timing, d'organisation sur l'emploi du temps de ministre de Monsieur Diz, mais normalement il n'y a pas de problème. Exactement. D'accord. Bah écoutez, on se parlera par mail, hein. On mettra ça en place, hein. On essaiera de se mettre ça en place pour la semaine Très prochaine. bien. Super. Vraiment, merci beaucoup, hein. Merci à vous. Mais il n'y a pas de Merci. quoi.
Merci à Alors vous. c'est n'oubliez pas le mercredi 17 octobre à 20h50 sur ma chaîne sport, Bound for Glory. 20h30. J'ai dit quoi? J'ai dit 20h, j'ai dit 21h30? 20h50. On a dit 20h50. T'es resté sur Là, les. pardon, excusez-moi. Au pire, vous Si vous raterez. voulez pas rater sa voix contre Magnus, faut être là. Attends. Voilà. Voilà. Bon, C'est ouais, exactement ça. soyez fidèles au rendez-vous. Et si vous ne connaissez pas l'émission, n'hésitez pas à jeter un œil. Et on espère vous retrouver très bientôt, c'est clair. Ben, merci. On vous Alors, remercie aussi d'avoir créé un compte spécialement sur Skype pour Oui, être mais présent merci avec nous. Grégory. Ouais. Ouais, de Merci rien, il beaucoup. n'y a pas de problème. Ah ouais, Greg. Et c'est le moment de passer aux partenaires du podcast. Bien évidemment, on va citer vos sketchs, Twitter, Facebook. Alors, le Twitter à tous, n'oubliez pas le Twitter de Célian, c'est @CélianVarini. Boosty, c'est Phililand. Sébastien Ricalini67. Verpa, c'est Verpa d'Euro, tout simplement. N'oubliez pas donc Vincent qui est Wacho Vincent. Alors, moi, c'est Spartacus. Et voilà, Grégory 10 n'a pas de Twitter, il me semble. Non, en effet, non. Il est sur Facebook, par contre. Et voilà, après au niveau partenaire, on peut citer quoi oui, la page Facebook, qui est donc Wrestlers Radio officiel, ainsi que notre page Twitter, @Wrestlers Radio. N'oubliez pas le hashtag Wrestlers Radio aussi, pour qu'on puisse voir vos commentaires sur Twitter. Et iTunes, c'est archive.org. Effectivement. Et voilà, hein. Il me semble qu'on a fait le tour. Cahier du catch, ça a été dit. Ah oui, les cahiers du catch, non, effectivement, FN Lutte. Et voilà. On a des petits partenaires. Alors, si vous voulez devenir partenaire du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante, wrestlesradio@gmail.com. Et autre chose, vous pouvez retrouver une interview faite par Sébastien aussi sur la page Facebook de Wrestlers Radio, d'un catcheur français, Roméo. L'actuel champion de N-Catch, on salue Norbert Feuillant d'ailleurs, qui est l'un des bookers principaux. Et donc n'hésitez pas à réagir sur n'importe quel thème, et vos réactions donc seront citées dans le podcast. Effectivement. Voilà, c'est fini. On peut se quitter avec le thème de l'Hall of Famer TNA, le tout premier donc de l'histoire, Monsieur Sting. Allez, c'est parti. Boosty, c'est pour toi.